Salut à toutes, salut à tous, c'est Robopus et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Rob Snaps. Cette fois-ci ce sera un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler de Marvel Snap, en tout cas pas uniquement, ce ne sera pas le sujet principal du podcast. C'est le premier épisode d'une série de 3 podcasts qui seront consacrés aux films de Marvels. J'en profite pour faire très rapidement une petite annonce puisque voilà, dans le podcast Rob Snaps, il y aura donc des épisodes sur Marvel Snap, mais aussi des épisodes qui concerneront plutôt quelque chose que j'appelle Rob Reviews, mais plutôt donc une occasion pour moi de vous parler de cinéma, de jeux vidéo, de comic box et bien d'autres choses. Voilà. Alors sans plus attendre, on va se lancer dans l'étude de ce film, dans le review de ce film de Marvels. Alors déjà, avant toute chose, j'avais beaucoup hâte d'aller le voir. J'avais beaucoup aimé les séries. Et j'étais très excité. Donc j'ai pu enfin le voir, je suis très content et voilà. Donc pour cette première partie du podcast, pour ce premier podcast, ce sera vraiment une review plutôt sans spoiler, on va dire, puisque c'est plutôt une grande introduction, on va dire, à ce que j'ai aimé et ce que j'ai aimé d'un point de vue transmédia dans ce film. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de faire de la recherche universitaire dans ce qui est études transmédia, c'est-à-dire les adaptations qui concernent différents types de... Et ce film était particulièrement intéressant. Je vais vous dire pourquoi. The Marvels est vraiment pour moi un comic book movie à proprement parler. Et par comic book movie, j'entends vraiment le format comic book. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'univers Marvel, ou en tout cas je n'en vois pas d'autres, peut-être que si vous en voyez une autre en commentaire, je serais ravi que vous m'en parliez. C'est la première fois dans l'univers Marvel qu'on a un film qui mélange des origin stories de personnages qui proviennent de différentes sources. Je m'explique. Captain Marvel, origin story qui provient, elle, des comics, mais qui s'appuie aussi sur le film qui avait été distribué, Captain Marvel, auparavant. Qui s'appuie également sur bien, toute la série Avengers et tous les films qui ont été faits dans l'arc de Thanos. Miss Marvel, du coup, qui s'appuie sur une origin story qui a été évidemment créée dans les comics, mais plus particulièrement, dans ce cas-là, qui s'appuie beaucoup aussi, en plus des comics, sur l'adaptation en série pour Disney+, du personnage. Et le troisième personnage principal, Captain Rambeau, ou on l'appelle quand on va pas tomber là pour le coup, on serait un petit peu dans le spoiler, mais on va plutôt partir sur qui, quant à elle, est un personnage dont l'origin story provient directement de la série WandaVision, puisque je rappelle, en fait, elle a touché ce qu'ils appellent le Witch Hex, c'est-à-dire il y avait un dôme, en fait, qui avait été créé, un dôme qui contenait une réalité alternative qui avait été créé par, du coup, par Wanda pour pouvoir revivre sa relation avec Vision. Et du coup, elle l'a touché et ça lui a donné des pouvoirs électromagnétiques, comme les deux autres. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant du coup de la part de Marvel de faire en fait ce film en fait qui reprend 3 personnages pour lesquels il faut avoir pris des pièces d'un petit peu partout en fait, de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir pris des pièces des comics, on peut ne pas les avoir prises, c'est pas grave. On peut avoir pris des pièces des films, on peut avoir pris des pièces des films, on va dire des origin story, des spin-offs, donc c'est le cas de Captain Marvel, mais aussi on peut très bien avoir pris des pièces vraiment de l'arc, on va dire, l'arc principal de Marvel, qui est donc la série Avengers, et particulièrement l'arc de Thanos, puisque en plus dans le film, spoiler alert, bouchez vos oreilles, mais voilà, il y en aura pas mal quand même si ce ne sera pas cet épisode-là qui va concerner véritablement le film. Voilà, cet épisode-là, je le vois vraiment comme un épisode introductif, plus large sur le concept un petit peu transmédia et de comic book movie, un petit peu transcomics de ce film-là, que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais bien partager avec vous. Du coup, puisqu'on voit Valkyrie, hein, voilà, Valkyrie dont la relation est forte du coup avec Captain Marvel, qui est aussi une relation, l'actrice, elle apporte aussi l'actrice qui joue Valkyrie et Brie Larson, du coup, qui joue Captain Marvel, ont aussi une relation très forte en dehors, donc c'est assez marrant de voir ça un peu se transposer à l'écran. Je trouvais qu'elles avaient vraiment une belle alchimie toutes les deux, même si elles ont que quelques secondes ensemble. Du coup, Valkyrie, voilà, personnage de l'univers de Thor, personnage qu'on voit aussi dans les films Avengers, donc on prend un petit peu partout.
Pour Miss Marvel, du coup, on prend un personnage qui évidemment existe dans les comics, hein, j'en ai parlé aussi dans l'épisode sur Marvel Snap, puisque je vous ai analysé comment l'utiliser dans le jeu. Mais du coup, voilà, c'est un personnage qui provient des comics à la base, mais dont l'origin story et dont, on va dire, voilà, la base pour ce film, c'est la série Miss Marvel qui a été produite par Disney et diffusée sur Disney+. Donc voilà, on a donc un film diffusé au cinéma, et là une série diffusée, conçue et diffusée exclusivement pour les plateformes de streaming. Et donc elle aussi mélange un petit peu les deux, voilà. Et pour ça aussi, on a donc une origin story qui provient du coup là de la série, pareil, WandaVision, qui a été faite, distribuée et conçue pour une plateforme de streaming, donc une façon assez moderne de concevoir le divertissement. Donc je trouve que c'est très intéressant en fait qu'on ait un petit peu ce film qui mélange beaucoup de choses, qui proviennent de beaucoup d'univers et qui en fait au final quelque chose de très moderne, puisque ça prend en compte aussi des éléments du passé. Parce que c'est vrai que par exemple, si on prend le film Captain America, par exemple, Captain America, l'origin story et globalement le film, on va dire, on peut le retracer de manière très 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 directe aux comics. Et en fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas attention, les nouveaux films Marvel ne vous poussent pas à lire des comics, bien au contraire, hein, puisque je pense que c'est un film qui rend heureux en fait, qui transmet beaucoup de joie et donc qui va plutôt avoir tendance à donner envie d'aller lire des comics pour en savoir plus. Mais en fait, il est conçu, et c'est vraiment le sujet de ce podcast, il est conçu vraiment, en fait, je trouve, comme un comic, comme une bande dessinée. Et c'est pour ça que je vous parle de comic book movie, en fait, je devrais même, je ne peux pas, mais je devrais souligner, entourer le mot comic book, puisqu'en fait, on a affaire, dans ce comic book movie, à plusieurs personnages qui se retrouvent, en fait, dans un film, comme on pourrait imaginer tout à fait une série de comics, une single issue, quelque chose comme ça, avec des personnages qui proviennent donc de leur propre série, ou qui ont trouvé la place dans d'autres séries de comics, et qui se retrouvent eh bien dans une voilà, dans une parution, et ça arrive de manière très régulière dans les comics. Et en fait, cette façon-là d'adapter ces personnages-là en film, j'ai trouvé que c'était une façon très comic book de le faire, puisqu'en fait, on a des petits personnages c'est mieux évidemment d'avoir vu les séries. Et là, en fait, en ce sens-là, les films et les séries du MCU remplacent un petit peu les comics, je trouve. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. Voilà, et c'est vrai que bon, c'est inévitable. Les comics ont une popularité qui est globalement déclinante, hein. On va pas, voilà, on peut pas se le cacher. Et peut-être qu'une des raisons à cela, c'est que ce média, en fait, qui était la bande dessinée, devient de plus en plus, je vais pas dire obsolète, mais commence à être de plus en plus remplacé, en fait, par les séries et les films. Et là, particulièrement, je trouve les séries, puisqu'elles apportent vraiment un élément de contexte quand même assez important et assez majeur à ces films-là, et de plus en plus d'ailleurs, puisque voilà, j'ai pas fini de... Je m'y suis pas mis, mais voilà, de ce que j'ai entendu de la série Loki, pareil, a son importance capitale pour la suite des films. Et en fait, comme des comic books, où en fait, si vous voulez lire, par exemple, imaginons voilà, une série Avengers, etc., il faudra avoir lu un petit peu l'histoire de Captain America, il faudra avoir lu un peu l'histoire d'Iron Man, il faudra avoir... En fait, et c'est ça que je trouve très intéressant dans le MCU, c'est que ces films-là, par en prenant des petits extraits de ci, de ça, de ci, de ça, ont en fait sont en fait des comic books animés des temps modernes, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce film, en tout cas dans cette approche-là, puisqu'en fait il faut, dans ce MCU, l'idée d'avoir vraiment plusieurs projets mélangés à travers différents types de méthodes de publication. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément encore fait le lien avec le papier. Ils l'ont fait pour Spider-Man, le jeu Spider-Man 2. Petite parenthèse, là c'est vrai qu'on parlait de The Marvels, mais petite parenthèse du coup sur Spider-Man 2, puisqu'on est plutôt là sur une discussion assez globale sur le MCU. Et j'adresserai après j'ai vu énormément sur TikTok, etc. The MCU is in shambles. Sous-entendu, le MCU tombe en ruine. Alors, je ne trouve pas, hein. Je vous expliquerai pourquoi, bien au contraire. Mais voilà, si vous avez bien compris mon idée, selon laquelle, en fait, les parutions de séries films font écho
sont des miroirs de ce qui s'est fait avec succès pour les comics, en fait, qui étaient, en fait, voilà, quand Stan Lee a créé les Avengers, il savait très bien que les gens étaient très heureux d'avoir lu, des héros seuls dans leur propre série, qui du coup allaient pouvoir retrouver en équipe dans les comics. Et là, pour moi, The Marvel, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ce sont des héros qui, évidemment, existent dans les comics, mais qui ont pris une place et une importance capitale et centrale dans les séries, et en particulier dans le cadre. C'est d'autant plus vrai puisque on fait. Voilà, ces pouvoirs proviennent de la série WandaVision, donc son origin story provient d'une série. Ces personnages-là qu'on a pu apprécier, voir, etc., s'attacher dans des séries, remplacent ou font miroir à l'apparition des comics qui a permis le succès aussi des groupes de comics dans les années voilà, 50, 60. Et c'est vrai que du coup, ça c'est très intéressant. Et on peut pas forcément. Alors, on pourrait dire oui, mais alors Avengers, c'était pareil, puisque le film est sorti après le film Superman, Captain America. Oui et non, puisque ce sont quand même des personnages qui sont, je trouve, beaucoup plus ancrés, particulièrement, voilà, pour beaucoup plus ancrés. Captain Marvel l'est aussi quand même un petit peu, mais on peut pas parler du même ancrage culturel de Captain Marvel que Captain America ou que Iron Man, en particulier de Captain America. On peut pas parler du même ancrage culturel. L'ancrage culturel de Captain America, il dépasse le cadre de la bande dessinée, du film, etc. C'est un personnage qui n'a presque pas besoin d'introduction, tellement il est ancré dans les esprits des gens, et tellement il a eu de l'importance à travers l'histoire, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est un personnage qui est extrêmement ancré dans l'imaginaire populaire. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et donc ça invite, en quelque sorte, à aller non seulement lire, mais aussi à aller regarder, aller faire le va-et-vient sur Disney+, pour pouvoir voir, savoir, etc. Et ça, c'est très intéressant. Autre petit point à ce propos, je trouve que voilà, Marvel vraiment met en place une approche transmédia vraiment très très claire, puisque elle adapte des adaptations de personnages de bande dessinée, puisqu'ils existent tous dans les bandes dessinées, en film, en série TV, et en s'appuyant sur les séries TV, sur les comics et sur beaucoup de choses en même temps. Et ça, voilà, c'est vraiment vraiment très intéressant à suivre. Ils l'ont fait très bien pour Spider-Man. Spider-Man, pareil, ça se passe d'introduction. Le jeu Spider-Man 2, je trouve que les jeux Spider-Man sont extrêmement inspirés, non pas forcément des bandes dessinées, mais particulièrement des films. Et je trouve particulièrement les animations sont très 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 similaires à celles de Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Je trouve vraiment, si ça vous a pas frappé, retournez voir ces films-là, parce qu'en plus ils sont très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Bon, moi, je suis de la génération de Tobey Maguire. Hein. Spider-Man, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Vraiment, le tout premier film de ma vie que j'ai vu au cinéma. Mon cerveau a explosé quand je suis allé le voir. Quand je suis sorti du cinéma, j'avais l'impression d'être Spider-Man et je voulais être Spider-Man. Donc c'est vrai que les gens de ma génération sont un petit peu passés, pour certains, à côté des films avec Andrew Garfield. Si c'est votre cas et que vous êtes comme moi un presque trentenaire, produit des années 90-2000, et que vous êtes un petit peu passé à côté de Spider-Man, allez voir ça. Et surtout si vous avez aimé les jeux, parce que vous verrez du coup que les animations de Spider-Man, de Peter Parker en particulier, sont vraiment très 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 proches de celles des films, et elles se ressemblent énormément. Et c'est vrai que voilà, peut-être que je consacrerai un épisode sur ça, mais du coup ça fait vraiment référence au fait que je trouve que les CGI dans ce film, qui est assez ancien, puisque le premier est sorti en 2012 et le second en 2014, si ma mémoire est bonne, sont vraiment exceptionnels, hein, et bien en avance et bien meilleurs que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, je pense que leur avance en termes d'animation, etc., était telle que du coup, ils ont pu la reprendre. Mais c'est vrai que du coup, ce jeu, Spider-Man 2, donc, qui est un jeu vidéo adapté d'un personnage d'une bande dessinée, du coup, qui reprend des animations, et qui, du coup, dans ce jeu, on peut utiliser les tenues des films, d'accord, des 3 films avec les 3 personnages, mais aussi des animations, des films d'animation pour Miles Morales, puisqu'on peut utiliser les tenues de Spider-Man Across the Spider-Verse, et aussi le Spider-Man noir, du coup. Donc, il fait vraiment écho à beaucoup de différents types de médias. Et en bonus de précommande, dans l'édition Micromania, il y avait aussi une bande dessinée, donc elle doit être quelque part. Je ne l'ai pas eue, je suis dépité. Je vais la chercher, mais je vais la chercher, je suis assez dépité. Mais normalement, c'était parti des bonus de précommande, donc elle existe, cette bande dessinée, ce comic book Spider-Man
2, Spider-Man 2, il existe et je le veux. Donc c'est vrai, je trouve que Marvel vraiment et évidemment, et c'est là où on fait le lien avec les épisodes de podcast habituels de Rob Snaps, hein, du coup, Marvel Snap. Marvel Snap, le season pass du mois de juin était consacré à Spider-Man Across the Spider-Verse. Le season pass du mois de septembre à Loki pour du coup faire écho à la série. Quand il y a eu les Gardiens de la Galaxie, le season pass des Gardiens de la Galaxie. Là, c'est du coup un season pass qui met en avant Marvel, du coup, avec Captain Marvel, avec des variantes pour Captain Marvel et qui met en avant aussi une artiste, une femme, Peach Momoko, puisque c'est quand même ce film, et c'est aussi pour ça, et on va y venir, qu'il a été, qu'il a été, qu'il a reçu une publicité négative terrifiante, je trouve. Il met en avant des femmes, voilà. Mais ça, on en reparlera plutôt dans la substance du film. Mais voilà. Donc une approche véritablement transmédia, je vais me rappeler ça transcomics en fait, dans le sens où elle reprend une approche qui reprend le format des comic books et qui l'adapte. En fait, ça adapte non seulement le contenu, mais aussi le format et l'idée derrière, créer une série de comic books. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans ces publications de Marvel. Elle adapte en fait le contenu de ces comic books avec ces personnages, mais aussi le format. Et en fait, et on retrouve ça au final dans le fait que eh bien, le film est quand même assez court, puisqu'on est sur 1 heure et demie de runtime, hein, 1 heure et demie de durée à l'écran. C'est très peu, c'est le film le plus court du MCU, avec un budget qui est quasiment équivalent d'ailleurs à Endgame, et ça se voit parce que le film est magnifique. Ça, je vous en parlerai dans plutôt le podcast, enfin le prochain épisode qui va vraiment concerner le film à proprement parler. Le film est très court, qui en fait aussi un petit peu fait référence à un petit TPB, voilà, un petit trade paperback, le format à l'américaine, qu'on retrouve ici chez Panini et Urban Comics chez DC, un petit TPB, voilà, une petite single issue, c'est le format habituel, une petite single issue qui reprendrait trois personnages, dont certains qui ne font pas partie, qui sont pas des personnages, on va dire, pour lesquels il y a des séries qui sont énormes. Voilà, Captain Marvel, c'est plutôt le personnage qui a une grosse série. Miss Marvel aussi, c'est quand même un personnage qui a une importance centrale, quand même, importance, on va dire, un petit peu plus limitée quand même. Et même déjà, Miss Marvel a aussi une présence un petit peu plus limitée à Captain Marvel. Il faudrait comparer le nombre d'issues qu'il y a eu entre les trois. Je pense que Captain Marvel est largement au-dessus des autres via Miss Marvel, et après, mais ça reste quand même trois personnages qui ont eu un petit peu moins de séries que certains autres gros personnages. Donc on serait plutôt sur un TPB, je dirais, d'une 120-150 pages. 120-150 pages. On est sur 150 minutes. Voilà. C'est assez marrant, comme je vous dis, vraiment le côté miroir avec les comic books. Et c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être là une raison du déclin, on va dire. C'est que les productions de séries et de films du MCU sont tellement bonnes, sont tellement centrales, sont tellement importantes culturellement, que, en fait, elles ont pris la place un petit peu de ce média. En fait, c'est pour ça que je de transcomics, puisqu'en fait, c'est un passage d'un média à un autre qui reste en réalité un petit peu la même chose en soi, puisqu'on n'est plus sur du format papier, mais on est plutôt sur du format visuel qui fait écho en fait en un sens à bien le format qui est plutôt celui de nos jours, hein, celui de 2023, beaucoup de voilà, puisqu'avec les médias vidéo, hein, que ce soit TikTok, les shorts sur YouTube, voilà, c'est des vidéos plutôt format vidéo plutôt court, c'est plutôt ce format-là. Du coup, là, en écoutant ce podcast qui est un format audio quand même assez long, vous êtes, vous êtes vous contrecarrez un petit peu ça. Mais bon, voilà, je vais faire pour ce podcast-là, je vais faire une miniature, je vais probablement poster un extrait sur TikTok, etc. Voilà, c'est comme ça que le, que la diffusion des médias fonctionne aujourd'hui. Ce sont des médias vidéo plutôt courts. Donc, on est sur du coup The Marvels, un média éminemment vidéo puisque c'est un film qui reste assez court, qui est le plus court du MCU. C'est quand même assez fou. Et donc en ce sens-là, c'est pour ça qu'il s'inscrit très très bien dans ce nouveau type de divertissement qui a été créé par le MCU. Et en fait, le MCU est devenu tellement puissant, tellement bien fait en fait, hein, puisqu'il a sa propre timeline, etc., qu'il en quelque sorte remplace les comics. Et puis il suffit de voir les réactions dans les salles pour voir que les gens sont vraiment investis. Moi, là, quand j'étais dans le Marvel, attention, spoiler alert, du coup, à la fin, il y a, mais ça, j'en parlerai plus en détail, mais très rapidement sur ce sujet-là, il y a Miss Marvel, du coup, qui va voir Kate Bishop,
qui est dans la série Hawkeye, encore une série de Disney+, pour former de Young Avengers. Voilà, et au moment où elle va la voir, elle est assise d'ailleurs, comme Nick Fury, elle mimique un petit peu Nick Fury, c'est très marrant, du coup ça fait vraiment beaucoup écho, à la formation des Avengers, j'ai beaucoup aimé ça. Mais du coup, les gens dans la salle ont explosé de joie et en disant, «Ah, c'est la personne de la série Hawkeye!» Voilà. Non seulement j'ai entendu des gens dire: «Oh, c'est Kate Bishop, Kate fucking Bishop même, de la série Hawkeye», et c'est là où on voit en fait que les séries et le fait qu'on se soit attaché à ces personnages-là dans les séries, vraiment font écho au fait qu'en fait c'est ces médias-là qui remplacent en soi, en quelque sorte, les comics, dans le sens où voilà, on se serait attaché à un personnage dans une bande dessinée, on le retrouve dans des Young Avengers, une série plus vaste, eh bien on est très content, et là c'est la même chose. Les productions de séries TV et films de Marvel sont tellement populaires et puissantes elles prennent une place très importante et qu'elles se suffisent à elles-mêmes en fait. On parle vraiment d'univers, hein. Marvel Cinematic Universe, hein, c'est un univers à proprement parler, c'est cet univers-là. Et même si le format papier perd un petit peu évidemment en importance, et même si The Marvels n'a pas fait le box-office qu'ils espéraient, mais ça on y reviendra parce que je trouve que voilà, c'est très très injuste, et il y a beaucoup de journaux qui s'amusent, hein, à, à le pointer vraiment en étant presque ravi qu'un film avec 3 femmes en tête d'affiche se casse la gueule comme ça. Et on verra, hein, puisque c'était juste l'opening, parce que je pense que la plupart des gens qui sont allés le voir vont être très très contents. Et du coup, ça va faire un petit effet boule de neige, et vous verrez que je pense que le box-office final sera très bon. Bien, bien, bien meilleur que ce que certains ont laissé entendre. Et du coup, petit détail encore sur la scène post-générique qui est devenue vraiment quelque chose de signature, hein, dans Marvel. D'ailleurs, maintenant, pour la plupart des films, hein, les gens restent pour la scène post-générique. On l'attend, tout le monde, moi-même, le premier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans ma génération, on ne faisait pas forcément. Même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on ne le faisait pas forcément. La scène post-générique, c'est vraiment devenu un passage presque obligatoire du cinéma. Voilà, là, j'étais allé voir Five Nights at Freddy's, qui est bon, un film d'horreur. C'est d'ailleurs, ça va faire écho avec quelque chose que je vais dire après. Qui en fait, j'ai l'impression, essaie de créer lui aussi une espèce d'univers cinématographique autour de plutôt la série Conjuring, puisqu'on la voit aussi dans la Nonne, mais je vais y revenir très rapidement. Après, voilà, scène post-générique, 2 scènes post-génériques dans FNAF. Exactement comme dans Marvel, puisque aussi FNAF, évidemment, série de jeux vidéo extrêmement populaire, voilà, qui se suffit à elle-même, les gens l'attendaient énormément. On attendait cette scène post-générique, elle a un côté un peu qu'elle est vraiment dans le style de la scène post-générique de Marvel, vraiment. On peut vraiment voir là quelque chose qui a été créé, quelque chose qui est arrivé dans le cinéma grâce à une nouvelle façon de faire, en fait. Et pareil, du coup, qui diffuse la série Conjuring, pareil, je suis allé voir la Nonne 2, et à la fin, scène post-générique qui fait écho à quelque chose qui se serait passé avant pour créer, pareil, un univers cinématographique d'horreur. Alors ça serait pas non plus la première fois, puisque quand même, on a eu des grandes franchises d'horreur dans les années 80, mais là on parle plutôt quand même de quelque chose qui se diffuserait à quelque chose de plus vaste, puisque La Nonne est déjà un spin-off de la série Conjuring, tout comme Annabelle, donc on est déjà sur 2 spin-offs de la série, plus une série principale, et là on commence un petit peu à voir les graines qui ont été plantées par le MCU. Et donc en fait, cette présence et presque cette surprésence de la scène post-générique, elle fait aussi un petit peu écho au côté page turners, dans le sens où petite révélation à la dernière page qui va donner envie d'aller voir la prochaine issue du comic, aller l'acheter. En fait, et c'est là on retrouve aussi un format très 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 similaire aux comic books, tout simplement, puisqu'on n'est pas sur simplement le final, la résolution du nœud du problème. Ça serait un format de film beaucoup plus classique. Avec cette scène, et en général même ces 2 scènes post-génériques, puisqu'en général il y en a aussi une des 2 qui permet de faire, et une autre qui permet d'annoncer la suite. Ça c'est vraiment le format Marvel. Il y en a une, et d'ailleurs c'était exactement comme ça chez FNAF. Une qui annonce la suite. Elle permet vraiment de donner envie d'aller suivre les autres projets du MCU, à l'image de ce qui se fait dans les comics, avec avant de la dernière issue, quelque chose vraiment dans la dernière case, dans la dernière bulle, qui dit: «Oh là 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 là, je vais aller acheter
je vais m'empresser de courir chez mon libraire pour réserver la prochaine série, la prochaine issue. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est en ce sens-là que je vous dis que les films Marvel remplacent les films, les séries, ce format visuel remplace en quelque sorte, en faisant, véritable écho, en étant un véritable miroir en fait, du format de parution des comic books et c'est en ce sens-là que c'est vraiment, je le répète, fascinant. Voilà et alors je vais m'arrêter là. Ça va conclure, cette première partie du podcast qui, je vous dis, était consacrée à quelque chose de très, très vaste, à une espèce de regard assez large sur le film The Marvels dans l'univers un peu transmédia, le comic book universe, transcomics que j'avais envie de l'appeler dans ce podcast. Je vais finir là. Juste avant, j'aimerais apporter un petit point. Avant le cinéma, il y a, on est obligé vraiment quand je suis allé voir et avant d'aller voir, The Marvels, je pensais vraiment à ce côté, comme je vous ai dit, adaptation, de plusieurs adaptations et cetera et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, en sortant du film, à l'Arrowverse. Puisqu'en fait, ça c'est du coup on est chez DC Comics, hein, mais bon le podcast ne concerne pas uniquement Marvel. Heu, l'Arrowverse du coup, aux alentours de 2016, entre 2016 on va dire et 2018, était à son pic en fait. C'est l'Arrowverse, si vous ne savez pas ce que c'était, c'est vraiment l'univers, non pas cinématographique cette fois-ci, bien malheureusement d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait eu un succès et c'est là où on voit que DC Comics a vraiment, et pourtant je suis plutôt un fan de DC moi à la base, hein. Donc si vous êtes fan de DC et que vous écoutez ça, ne sautez pas sur votre chaise, je ne déteste pas DC, je ne déteste personne. J'aime les super-héros et j'aime regarder des films d'une manière générale. C'est là où on voit que DC, je pense, a un manque de vision quand même assez terrible, même si là, ils ont engagé James Gunn dans le but de créer un DCU à la sauce Marvel. C'est là où vraiment DC a un manque de vision catastrophique, puisque le succès des séries DC, que ce soit donc Arrow, Flash et après, du coup, les pseudo spin-off, on va appeler ça comme ça, Legends of Tomorrow et c'est pas vraiment des spin-offs, mais des extensions, on va dire Legends of Tomorrow et bah, du coup Supergirl qui est pas un spin-off, mais qui est un héros à proprement parler. C'est ça, hein, c'est les quatre, hein, ouais. Et Gotham aussi, même s'il faisait pas partie de la Rover, c'est sorti un peu à la même époque et ça avait quand même un succès important. Et ils avaient fait vraiment un très beau travail. Du coup, ces séries-là ont permis à DC d'avoir vraiment un pic de popularité, vraiment. Et ces séries-là ont fait quelque chose d'extrêmement ambitieux pour l'époque, qui n'avait jamais été fait et qui, je trouve, est beaucoup, beaucoup laissé pour compte. D'ailleurs, j'ai complètement oublié le nom du scénariste derrière tout ça. Et il avait tweeté il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il avait créé, lui, déjà, puisqu'ils avaient engagé, DC a engagé James Gunn pour créer un DCU, mais en réalité, lui-même avait déjà créé un mini DCU qui était la Reverse, puisqu'en fait, on retrouvait des personnages d'Arrow dans Flash, puis on les retrouvait dans Legends of Tomorrow, dans Supergirl, et surtout, ils avaient créé un crossover extrêmement ambitieux, magnifique, incroyable, qui était Crisis on Infinite Earths, du coup, qui est une adaptation de la bande dessinée, et qui du coup un crossover sur différentes séries et ça c'était vraiment exceptionnel et là ça reprenait véritablement à 100% le format de crossover dans les comics puisqu'en général quand vous avez des grands événements, des grands arcs narratifs, que ce soit Civil War, que ce soit Crisis on Infinite Earth ou voilà ces choses-là, en général ça traverse en fait les personnages pour se retrouver dans chaque issue. Voilà, donc on a dans l'issue de Flash, la série continue, puis la série continue dans l'issue Batman, etc. Et donc en ce sens-là, ils avaient fait à la télé une adaptation, vraiment une adaptation du format comics, mais alors vraiment à proprement parler, à 100%, vraiment complètement là cette fois-ci. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve, est laissé complètement pour compte, qui est oublié un petit peu du public, mais qui en réalité est vraiment très très intéressant et qui en fait a planté les graines de quelque chose qui marche énormément, c'est-à-dire adapter le format comics aux films et aux séries. Donc voilà, je vais conclure sur ça. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté. C'est vrai que c'est un podcast qui est un petit peu différent des Rob Snap. C'est plutôt un podcast du coup culture et qui fait écho évidemment à ma recherche personnelle sur les études transmédia. J'ai eu l'occasion de le faire à l'université sous la direction du professeur Sébastien Lefay. Je le salue évidemment s'il m'écoute. Et du coup, c'est pour ça que je vous en parle avec autant de clés et d'intérêt. Je vous remercie énormément. Je vous remercie du fond du cœur. Allez voir The Marvels et on se retrouve très, 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 très vite. Je vais poster ça très bientôt pour cette fois-ci l'analyse du film et la review du film The Marvels. C'était Robopus, c'était Rob Reviews, c'était le premier épisode.
Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, prenez soin de vous. Salut. Salut à toutes, salut à tous, c'est Robopus. On se retrouve du coup pour la suite de ce podcast consacré à The Marvel. Donc ça sera un podcast en 3 parties. La première partie consacrée vraiment à un tour d'horizon en fait de ce que j'ai observé, on va dire, de l'univers Marvel et de son aspect transmédia et le concept un petit peu de transcomics que je vous avais appelé en fait, le concept qui fait que ces diffusions cinématographiques et de séries TV remplacent en quelque sorte les comics et s'inspirent de leur façon de publier et de faire pour prendre leur place dans les manières on va dire, de consommer le contenu des super-héros dans l'univers Marvel. Ce deuxième épisode va consacrer véritablement une review du film The Marvels. Alors avant toute chose, j'ai adoré le film. Je suis sorti de ce film sans se lancer dans l'analyse un peu plus poussée. On est vraiment dans le sentiment. Je, j'ai adoré ce film. Je suis sorti de ce film vraiment avec le sourire aux lèvres. J'étais heureux, j'étais bien, voilà, j'étais vraiment bien. C'est un film qui fait ça. C'est un film qui rend très heureux, je trouve. C'est un film qui est, en tout cas, moi, qui m'a laissé vraiment très heureux, très content. Je suis même allé marcher un petit peu après, tellement j'étais content, j'étais excité. Je me suis dit, je vais prendre un petit peu d'air frais. C'est tellement agréable de regarder ce film et puis voilà, d'en sortir. Et c'est vrai que j'ai pas eu ce sentiment-là quand je suis allé voir la Gardienne de la Galaxie, hein, je vous le cache pas. Le film était exceptionnel, hein, et vraiment exceptionnel. Mais il était on va dire plus fort en termes voilà, James Gunn avait vraiment fait quelque chose. À l'époque, je n'avais pas le podcast, donc j'ai pas pu vous en parler. J'aurais bien aimé, mais vraiment quelque chose de très fort au niveau de la conscience animale. Et c'est vrai que, évidemment, on était un petit peu triste en plus que ça se termine, donc c'est vrai qu'il ne laisse pas cet effet-là. The Marvels, vraiment, c'est un film qui va vous remonter le moral. Si vous n'allez pas bien, allez le voir parce que vraiment, vous irez mieux après, c'est sûr, c'est obligé, parce que vraiment, il fait beaucoup de bien, il rend très heureux, je trouve. Et c'est sa force plus que toute autre chose, vraiment, plus même, on va dire, que son intrigue à proprement parler, puisque c'est un petit peu secondaire. J'y reviendrai après, mais j'ai pas trouvé que l'antagoniste était si central que ça. C'est pas vraiment une construction traditionnelle, on va dire, d'un film, en tout cas, ou encore moins d'un film de super-héros. Plus que vraiment que sa structure, plus vraiment que son contenu, c'est vraiment son ambiance générale que j'ai trouvé vraiment très positive et très uplifting, en tout cas, qui tirait vraiment vers le haut tout le monde. Et c'est vrai que je pense que c'est une opinion qui était partagée par les gens qui étaient dans la salle avec moi. Je trouve que les gens réagissent beaucoup dans les cinémas. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec Endgame, avec quand les gens ont explosé de joie quand ils ont vu tout le monde revenir. Et je trouve que depuis, les gens ont envie de réagir au cinéma. Est-ce que c'est peut-être aussi lié au fait qu'on a été privé de cinéma pendant assez longtemps, pendant la période Covid, et que du coup maintenant on est très heureux tous de pouvoir retourner au cinéma de manière complètement décomplexée? Peut-être. Est-ce que c'est aussi lié au fait que beaucoup de films sortent sur des plateformes de streaming et du coup on a aussi un petit peu la frontière, on va dire, entre le cinéma et le film regardé à la télé est beaucoup moins épaisse en fait, hein, beaucoup plus fine, et que du coup les gens quand ils sont au cinéma ils ont un petit peu l'impression d'être à la maison puisqu'ils ont l'habitude de regarder des films qui sont en termes de qualité une qualité équivalente en tout cas à ceux qu'on voit au cinéma. Je ne sais pas, beaucoup de choses. Je vous laisse réfléchir aussi sur ça et peut-être me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a aussi un petit phénomène culturel, phénomène culturel qui est arrivé depuis Endgame, encore un phénomène culturel apporté par le MCU, c'est beau je trouve. Mais je pense qu'il y a un phénomène culturel qui a été apporté depuis Endgame qui fait que les gens ont envie de vivre ce moment ensemble en fait et de réagir tous ensemble. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une joie partagée pendant le film. Quand il y avait des moments, on rigolait tous ensemble. Puis quand il y avait des révélations, on était surpris tous ensemble. Et puis quand il y avait, voilà. C'est vraiment un partage, en fait, le cinéma, en tout cas ces films Marvel. Et c'était pareil pour la première de FNAF. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des expériences waouh, catastrophiques. Bon, c'est vrai que c'était très intense pendant la première de FNAF, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que du coup, il y avait Five Nights at Freddy's, vraiment beaucoup de gens qui étaient très très fans de la série de jeux vidéo. Moi, je le suis globalement, on va dire. Je suis pas un énorme spécialiste. J'ai la chance voilà, ma copine est vraiment extrêmement spécialiste du sujet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son let's play de Security Breach. Vous trouverez sur YouTube chez Miss John Taylor.
Mais voilà, je vous le mettrai en description du podcast. Mais du coup, c'est vrai que les gens partageaient vraiment la joie d'aller voir Five Nights at Freddy's de manière complètement décomplexée, genre hurler de rire, etc. Donc c'est vrai que voilà, et j'ai vu que Martin Scorsese, là, pour Killers of the Flower Moon, c'est marrant, lui, j'aime beaucoup Martin Scorsese, hein. Mais j'étais très triste de voir ce qu'il a dit ces dernières années sur les films Marvel. Et je suis pas le seul, parce que j'avais vu que du coup Robert Downey Jr. a été extrêmement triste aussi, parce que c'est un de ses réalisateurs préférés. Il disait qu'il était triste de voir qu'un de ses réalisateurs préférés n'aimait à ce point pas ce qu'il faisait, alors que bon voilà, c'est bon, bref, chacun son avis, mais c'est assez triste. Mais c'est vrai que du coup, c'est marrant, puisque lui-même, on va dire, j'ai écouté une interview de Martin Scorsese qui disait que pour Killers of the Flower Moon, il avait vraiment conçu le film pour que ce soit un partage de l'audience, et puis que l'audience partage 4 heures ensemble. C'était un excellent film d'ailleurs, Killers of the Flower Moon, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande, je crois qu'il est encore à l'affiche d'ailleurs. Allez le voir, hein. Vraiment c'est très très fort. Je n'avais pas le podcast à l'époque, mais j'aurais été ravi d'en parler. Mais allez le voir. Mais c'est vrai que du coup, il a dit qu'il a vraiment conçu le film pour que les gens passent un moment ensemble, qu'ils puissent réagir ensemble, etc. Et en soi, vraiment, et quand j'ai vu ça, ça a alerté dans la tête. Je me suis dit, mais en réalité, il a construit quelque chose qui a été développé plus ou moins, je ne vais pas dire pas créé, mais qui a été remis au goût du jour, en tout cas par Endgame. C'est d'autant plus marrant que lui-même ne cesse de critiquer les films Marvel. Cet aspect culturel est très bien, le côté de partager ensemble. Je trouve qu'il y a un autre aspect, on va dire, pas forcément, oui, culturel, mais plutôt de groupe, un espèce d'effet de groupe autour de The Marvels qu'il faut qu'on adresse, qu'il faut qu'on en parle, qui a été vraiment, je trouve, extrêmement négatif. Avant même que le film sorte, la tendance, on va dire, sur les réseaux sociaux était à dire que le MCU était en ruine, que le film The Marvel allait se casser la gueule, que c'était une catastrophe, que ça n'allait pas aller. Voilà. Vraiment, je crois que je n'ai jamais vu une telle diffusion de haine. La dernière fois, c'était pour la série She-Hulk, je pense. J'ai l'impression qu'il y a un facteur commun, peut-être que vous arriverez à le trouver vous-même en écoutant ce podcast, mais vraiment cette espèce de pseudo, cette misogynie un petit peu dégueulasse là, vraiment je pense va se casser la gueule avec ce film The Marvels, puisqu'il y a eu vraiment une volonté, mais une volonté vraiment générale, généralisée et même culturelle de le démonter, de le détruire. Et c'est marrant parce que cette façon-là de le détruire, en fait de lui donner une mauvaise pub avant même qu'il commence, de le mettre plus bactère, est en train, je pense, de se casser la gueule de manière lamentable, puisque je vois énormément de gens, et notamment pas mal d'influenceurs et de créateurs de contenu Marvel, qui disent mais moi j'ai adoré ce film-là, qu'est-ce que racontent les gens, où est le problème en fait? J'étais super heureux, je me suis régalé, allez le voir. Et je pense qu'il va y avoir vraiment cet effet boule de neige positif, en fait, parce que le film est tellement positif en lui-même que du coup cette espèce de débilité, et là je n'ai pas de honte à le dire, cette espèce de pseudo-débilité misogyne qui n'a aucun sens. Je sais même pas si on peut parler de misogynie, c'est juste de la débilité totale, je sais même pas ce que c'est en fait. C'est très difficile d'en parler, et là je suis pas forcément spécialiste de ces questions sociologiques là, mais j'arrive pas à le comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment dans le cinéma une force très, très difficile à contrôler de la promotion. Et c'est là où la promotion, c'est vrai que le film de Marvel, ça n'a pas eu énormément de promotion. Et ça me faisait penser un petit peu à Blue Beetle chez DC, qui n'avait pas eu beaucoup de promotion. Lui, du coup, il n'avait pas eu. C'était ni positif ni négatif. Donc voilà. Et du coup, les gens ont bien aimé. Je pense globalement, moi j'ai adoré Blue Beetle. Et du coup, il n'avait pas eu voilà, de publicité positive ni négative. Flash avait une petite publicité négative, mais quand même, il y avait aussi la nostalgie, et puis ça reste un super-héros assez immense quand même. Du coup, bon, ça va. Je pense que voilà, il y a des gens qui l'ont détesté, il y a des gens qui l'ont bien aimé. Il y avait la nostalgie de Michael Keaton, donc ça passe. Et puis bon, voilà, les CGI sont pourris, disent certains. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que les CGI de la série TV avec Grant Gustin, j'ai trouvé au moins équivalent, sinon meilleur, mais en tout cas, le film était quand même assez sympa. Mais on n'est pas là pour parler de The Flash. Là, j'avoue que ça serait un autre sujet complet. Mais oui, je trouve que et c'est vrai qu'on peut le voir du coup pour Barbenheimer. Pour Oppenheimer et Barbie, l'importance, on va dire, dans ce cas-là, dans Barbenheimer, ça a apporté les deux films, puisque Barbie est devenu le film de Warner qui a fait le plus grand box-office, si je ne me trompe pas. Il a écrasé tout le monde, et tant mieux, parce que le film est génial. Je vous invite à aller le voir.
Et c'est très bien parce que c'est un film, qui met en tête d'affiche, qui a été réalisé par une femme, une réalisatrice qui a énormément de talent et du coup qui a été fait aussi par Margot Robbie et c'est vraiment génial, vraiment donc allez le voir. Mais c'est vrai que du coup l'importance de la publicité, le côté un peu culturel en fait, hein. Il y avait vraiment, partout sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs, tous les créateurs voulaient se mettre un petit peu dans le truc Barbenheimer. Qui va aller voir Barbie? Qui va aller voir Oppenheimer? Alors Cillian Murphy dit: «Oh non, non, mais c'est fantastique, comme ça on peut aller voir, on peut passer la journée au cinéma, aller voir les 2 et il a totalement raison puisque c'est fantastique de pouvoir aller voir 2 excellents films comme ça et bon, c'est vrai que moi qui suis un grand amateur de cinéma, j'étais très heureux et voilà, il y a vraiment un côté culturel à ça, à la, à la publicité un petit peu faite autour des réseaux sociaux pour ces films-là. The Marvels vraiment c'est et du coup je pense que voilà il va se casser cette publicité négative qui lui avait été faite, un petit peu une espèce d'anti Barbenheimer, est en train de se casser la gueule et va se casser la gueule puisque c'est un film qui est éminemment positif. Je trouve que voilà, celle évidemment qui crève l'écran c'est Miss Marvel, la prestation de l'actrice est extraordinaire. Je trouve elle a vraiment une joie de vivre, une passion en fait qui est communicative, une passion pour les comics en plus d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui peut donner à avoir envie, et faire écho à notre épisode avant, donner envie aux jeunes filles, aux jeunes garçons d'aller ouvrir une bande dessinée, en tout cas en s'identifiant à Miss Marvel, voilà, qui obtient des pouvoirs grâce à son arrière-grand-mère, mais qui en réalité obtient aussi ses pouvoirs puisqu'elle est obsédée par Captain Marvel. Elle est très très fan et ça pourrait être aussi un sujet intéressant de voir à quel point cette passion-là, qui fait un petit peu écho à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les séries et les films, il y a vraiment pouvoir des fandoms, hein, un petit peu. Hein. Les fandoms sont très puissants. En soi, on pourrait presque dire que, que Miss Marvel, c'est la fan, le point du fandom de Captain Marvel. Je pense on s'avancerait pas trop en disant ça. Vraiment, elle a une joie de vivre communicative. Dans le film, je trouve que sa famille est vraiment très attachante. Je l'avais déjà dit quand j'avais parlé de Marvel Snap, mais voilà, moi j'ai une famille méditerranéenne aussi, et c'est vrai que je retrouve certains traits de sa famille pakistanaise. C'est vraiment très marrant, je trouve que c'est vraiment très très bien adapté. Le côté culturel qui n'est pas la culture, on va dire, la culture anglo-américaine protestante habituelle. C'est très intéressant de le voir à l'écran, cette dynamique-là, et comment du coup elle s'oppose un petit peu à, à, à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que par exemple la famille est très 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 peu heureuse à l'idée de voir leur fille devenir au début en tout cas, une héroïne, puisque ça présente de nombreux dangers. En plus, Captain Marvel arrive dans le salon, elle casse tout, mais quand même, c'est pas possible. Donc on les voit, il y a un petit conflit à ce niveau-là que je trouve qui est très très intéressant et très touchant et qui donne beaucoup de joie en fait. Et au final, bon, tout le monde tombe d'accord et puis tout va bien et puis ils ont une nouvelle maison et c'est fantastique. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ce côté-là, cette dynamique entre Miss Marvel et sa famille, très touchant. Voilà, c'est quelque chose auquel je m'identifie pas mal. C'est peut-être pour ça que ça me touche énormément. C'est aussi un film de retrouvailles. Que ce soit, bon, bah, la rencontre entre Miss Marvel et Captain Marvel, qui est vraiment ce qu'attend, plus que tout, Miss Marvel. Et on peut facilement, en fait, vraiment, Miss Marvel, je trouve qu'elle joue un petit peu le spectateur dans ce film. Et c'est vraiment un personnage qui permet aux fans de super-héros de s'identifier. On peut imaginer rencontrer son super-héros préféré. Pour moi, dans l'univers Marvel, ça serait qui serait mon super-héros préféré de l'univers Marvel? Ah, ce serait un autre épisode. En tout cas, chez DC, j'en ai aucun doute, ce serait Constantine. Rencontrer Constantine, ça serait exceptionnel. Je pense qu'il m'enverrait bouler probablement, mais c'est pas grave. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'on peut s'imaginer ce que ça ferait de rencontrer Captain America ou Iron Man. Ça serait assez incroyable. Voilà, c'est vrai que pour moi, peut-être Doctor Strange, ouais, rencontrer Doctor Strange avec Benedict, ça me ferait cet effet-là. Et du coup, c'est vrai qu'on peut facilement s'identifier à elle quand elle la voit, elle est là, mais vraiment sans voix. Et puis c'est vrai que voilà, après elles deviennent partenaires, hein. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est vraiment, ça donne beaucoup de joie, ça aussi. C'est un film de retrouvailles aussi, puisque et Captain Marvel et Carol Danvers se retrouvent, se remettent un petit peu à faire équipe ensemble, puisqu'en fait, voilà, Captain Marvel était très présente quand elle était petite, et puis un jour elle est partie en disant je reviendrai, mais elle n'est pas revenue. Et du coup, elle en voulait beaucoup. Dire tu m'as abandonné, tu m'as laissé, et puis au final elles arrivent à dépasser ça et à se retrouver. Et c'est vrai que voilà. C'est aussi d'une manière générale un film qui met en avant, je trouve, la camaraderie. Puisqu'en fait, on voit vraiment, il y a tout un passage où, du coup, en fait,
les 3 héroïnes ont des super pouvoirs qui, concernent, le champ électromagnétique, d'accord? Et du coup, en fait, quand une utilise son pouvoir, elle est transférée, elle remplace l'autre et cetera. Donc en fait, elles sont toutes les 3 liées par ces pouvoirs-là et elles doivent apprendre à coexister avec cette dynamique, du coup, qui est très intéressante, qui fait qu'en fait, elles ne font qu'un puisqu'elles sont, quand une utilise, les pouvoirs électromagnétiques, elle est transférée à l'endroit où l'autre les a utilisés. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Il y a tout un passage dans le film où on les voit toutes les 3 être très heureuses, en fait, à apprendre à utiliser ces pouvoirs en commun et c'est vrai que du coup, ça voilà, ça met en avant cette camaraderie, c'est quelque chose de très joyeux. Au final, elles sont vraiment très heureuses de partager ces moments-là et ça, c'est pareil, c'est quelque chose à quoi on peut facilement s'identifier, voilà, avec, partager quelque chose avec ses amis, et puis voilà, c'est quand même aussi un groupe fort de femmes, qui s'entraident et qui se tirent vers le haut et donc ça, je pense que ça peut aussi parler de manière très intéressante à l'audience féminine, de Marvel. C'était assez équivalent dans la salle où je suis allé, mais il y avait pas grand monde, mais c'était assez équivalent le partage, je dirais homme-femme, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de d'hommes, de femmes qui sont allés voir ce film, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de voilà, c'est en tout cas, c'est de très bonnes héroïnes, que ce soit pour les ados, les petites filles, ou même, les femmes, hein, de manière générale et puis même pour les hommes d'ailleurs. Moi, en tant qu'homme, j'ai été particulièrement inspiré par ces 3 ces 3 héroïnes et du coup, voilà, je les aime beaucoup, je m'identifie beaucoup, comme je l'ai dit, à Miss Marvel et voilà, mais en tout cas, je pense que ce sont 3 excellents modèles. Cette camaraderie, ce fait de se tirer vers le haut, pas de se tirer dans les pattes, pas de se rabaisser, pas être en concurrence, hein, parce elles sont jamais en concurrence vraiment dans le film et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même si voilà, elles ne font qu'un. Elles sont ensemble, elles ne font qu'un et voilà et donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Petite réflexion dans le film, qui est vraiment, à la limite déguisée, sur, la place des réfugiés puisque, on voit les Skrulls qui sont réfugiés sur une planète et qui, du coup, doivent se déplacer et cetera et c'est vrai que, du coup, ça fait un petit peu réfléchir, sur la place des réfugiés dans le monde et comment, en fait, parce qu'on voit qu'en fait, ils subissent énormément l'intrigue, les Skrulls qui sont réfugiés à la base, puisqu'en fait, ils se retrouvent, un petit peu manipulés par l'antagoniste qui vient de voilà de la, qui se trouve qui vient de la planète Allah qui n'a plus de soleil, une planète qui est complètement plongée dans le noir. Du coup, du fait de sa bataille avec Captain Marvel et du coup qui ressent une haine profonde contre Captain Marvel. C'est vrai que l'antagoniste passe un petit peu au second plan, on va dire, dans l'histoire. Je trouve que c'est plutôt vraiment la camaraderie entre les trois, même si c'est ça qui lui permet de la battre. C'est vraiment très charismatique. Cette actrice, je ne la connaissais pas. J'ai trouvé vraiment, vraiment intéressante. Mais voilà, l'antagoniste, il y a plus que le combat, il y a plus que cet antagoniste, ça va plus loin que ça. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion quand même assez forte sur la place des réfugiés qu'on voit, les Skrulls en fait, qui sont un peuple réfugié en fait dans ce film, du coup, qui se font un petit peu manipuler au début par l'antagoniste et du coup qui créent une sorte de haine envers Captain Marvel. Sous-entendu, c'est à cause d'elle qu'ils sont dans cette situation-là et puis après on voit ils sont déplacés en fait, ils subissent complètement. Du coup, c'est Valkyrie qui vient les aider. Captain Marvel appelle Valkyrie à l'aide pour éviter que voilà qu'ils se retrouvent dans une situation négative, voilà et du coup ils s'échappent tous grâce à l'aide de Valkyrie et puis grâce à l'aide des 3 héroïnes et puis c'est vrai qu'on voit qu'à un moment voilà les Skrulls la remercient mais ils disent bah on n'a pas le choix quoi. On voit qu'ils subissent vraiment leur destin et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je trouvais assez fort en fait, puisque c'est clair que ce sont des réfugiés. Ils avaient vraiment réfléchir un petit peu à la place des réfugiés dans le monde qui sont déplacés d'un endroit à un autre, pour leur sécurité souvent, puisque voilà ils se retrouvent être victimes ou leur endroit est détruit et c'est vrai que c'était une prise de position je trouvais assez forte de la part de la réalisatrice et vraiment pas forcément évidente mais en tout cas très courageuse et très intéressante. Moi ça m'a beaucoup intéressé quand je l'ai vu. On va revenir sur quelque chose de plus léger, parce que le film est quand même globalement assez joyeux. J'ai vraiment adoré, mais alors vraiment adoré Samuel L. Jackson dans ce film. J'ai trouvé vraiment hilarant, vraiment exceptionnel. J'avais pas l'impression de voir le Nick Fury habituel, on va dire, hein, qui des fois est un petit peu froid, un petit peu voilà, calculateur et tout ça. Il était vraiment vraiment très bah, très Samuel L. Jackson, quoi. J'avais l'impression même par certains moments de regarder presque Pulp Fiction, quoi. Puisque, ouais, il a dit des gros mots, et cetera. Puis il parlait de manière par moments très vulgaire et puis il était vraiment très, il faisait beaucoup de ça. Après, j'ai pas regardé Secret Invasion, ça m'a donné du coup beaucoup envie de le voir. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Samuel L. Jackson. J'ai trouvé qu'il a beaucoup participé, pour moi
au succès du film. Du coup, sa dynamique avec Goose c'était vraiment très, très marrante. On voyait vraiment que, voilà, la relation se tissait au fur et à mesure du film. C'était très, très marrant ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool et ouais, non, vraiment très cool, Nick Fury dans ce film, vraiment très marrant. Samuel L. Jackson qui livre encore une performance exceptionnelle. Je sais pas quel âge il a, mais il a plus de 70 ans. C'est vraiment lui un acteur qui aura traversé les époques, traversé les styles, traversé tout le MCU en fait, hein, puisque c'est un de ceux qui est toujours là dans quasiment tous les films et c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'était très marrant de voir du coup Miss Marvel prendre un petit peu le relais, puisque c'est elle qui va former, on le voit à la fin du film, les Young Avengers, qu'elle va voir Kate Bishop. Et donc c'est très cool. Du coup, le film annonce l'arrivée des Young Avengers dans le MCU. Ça promet, c'est vraiment incroyable. Ça promet beaucoup, mais voilà, on en parlera ça aussi encore, puisque je vais consacrer la troisième partie du podcast, qui sortira un petit peu plus tard, celle-ci, puisque voilà, on n'est pas pressé sur qu'est-ce que ce film annonce en disant pour l'avenir du MCU. Deux énormes choses. Voilà, deux énormes choses. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, un film qui donne beaucoup de joie, un film où tout le monde vraiment se tire vers le haut, un film de camaraderie qui met en avant voilà, c'est ce groupe-là, un film qui apporte une réflexion, comme je vous l'ai dit, sur la place des réfugiés, un film aussi, j'ai trouvé vraiment très très beau d'une manière générale. Et du coup, je lisais aujourd'hui des informations et donc c'est le budget. On parle de 300 millions de dollars, c'est quasiment équivalent à Endgame. Franchement, ça se voit, hein. Ça se voit, le film est vraiment très très beau. Je trouvais que les pouvoirs de Miss Marvel sont vraiment magnifiques. Quand Valkyrie arrive, c'est sublime à l'écran. Pareil, les animations de Captain Marvel sont vraiment très 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 belles. Pareil, les animations, je trouve que vraiment le film est beau en fait. Il a vraiment un côté presque space opéra, un petit peu vraiment de science-fiction spatiale là, qui est vraiment magnifique en fait. Vraiment magnifique. C'est vrai qu'on on se laisse immerger dans ce nouveau monde en fait qui est offert par ce film. Et puis on est là, c'est une claque visuelle, je trouve. Vraiment, le film est magnifique. Les CGI sont très très beaux, vraiment très très beaux. Comme d'habitude, Marvel abuse, et c'est pas les seuls, hein, un petit peu, je trouve, des câbles dans les combats. Alors ça, c'est mon côté. Alors j'ai été catcheur pendant très longtemps, donc c'est vrai que je fais très attention aux combats. C'est une des forces, hein, les combats en général des Marvel. Là, je trouve que voilà, mais par contre, c'est vrai qu'ils abusent un petit peu des câbles. Dans les combats, on voit les personnages voler de manière, je trouve pas forcément très très naturelle. C'est là où pour le coup, les films, voilà, sorti, Amazing Spider-Man qui est sorti en 2012, je trouve que c'est un film qui abuse beaucoup moins des câbles, tout en rendant des chutes très impressionnantes, etc. Enfin bref, je comprends pas ce qu'ils font avec ça. J'ai du mal à comprendre comment ils arrivent moins. Je sais pas qui fait la chorégraphie et qui gère ces choses-là. Un petit peu d'abus des câbles. C'est peut-être ma seule review négative. Vous avez vu, c'est un podcast très positif, hein. Vous allez voir, review, c'est globalement assez positif, hein. Mais ouais, les combats sont très beaux. Le film est très très beau visuellement. C'était très très marrant, je trouvais du coup l'inclusion de Goose dans l'univers, voilà, dans ce film-là. C'était cool de le revoir et c'était cool de le voir aussi central. Et du coup, j'ai trouvé ça très marrant que du coup l'animal dans ce film n'est pas une victime en fait. C'est vraiment un héros à proprement parler. Et ça, c'est très intéressant. C'est aussi quelque chose assez novateur et ça montre un petit peu comment la vision aussi de l'animal a changé aussi dans le cinéma. Puisque vraiment, les chats, donc c'est un chat avec des pouvoirs aliens, il peut sortir des tentacules de sa bouche. Donc au début, il le fait de manière vraiment comme un chat, hein, c'est-à-dire que il chope un ennemi, il l'avale, et puis bon, il le vomit. J'ai cru voir mon chat à ce moment-là, puis après, c'est très marrant, il se lave, et puis il se lave le derrière, etc. C'est très très drôle. Mais en fait, à un moment, quand quand le vaisseau Nick Fury est attaqué, par le groupe de l'antagoniste principal du film. Du coup, ce sont les chats qui viennent en aide à l'équipage et ce sont les chats qui sauvent tout le monde puisqu'en fait tous ces petits chats aliens avalent l'équipe pour la déplacer et sauver tout le monde. Donc en fait, ce sont les chats qui ont sauvé les animaux. Donc en ce sens-là, c'est encore une fois une prise de position sur tout ce qui est la place de l'animal, puisqu'en soi, là c'est clair et net, les animaux, les chats en particulier dans ce cas-là, ont sauvé les hommes. Donc c'est très intéressant, je trouve. Et cette toile, on va dire, de l'animal continue d'être tissée. Bon, elle est vraiment là pour le coup, on sent bien que c'est vraiment celui qui a mis ça le plus sur le devant de la scène, c'est James Gunn, hein. Ça c'est clair et net, hein, pendant les Gardiens de la Galaxie. Vraiment, le Gardien de la Galaxie 3, je vous invite à le voir. Vraiment très touchant en ce qui concerne le bien-être animal
tout ce qui est questionnement autour des expériences qui sont faites sur les animaux, c'est vraiment quelque chose de très touchant et d'ailleurs j'ai revu Scooby-Doo, le premier Scooby-Doo, hier, un petit avant d'aller voir, The Marvels, du coup, qui a été écrit par James Gunn et j'avais pas saisi ça à l'époque, parce que j'avais vu ça quand j'étais très jeune. Je l'avais revu il y a quelques années, mais j'avais pas saisi non plus et c'est vrai que dans le premier Scooby-Doo, du coup, Scrappy, qui est en fait le méchant du film, oh oh, spoiler, a été abandonné, en fait, par le Scooby Gang. Alors voilà, évidemment, on va dire qu'il est insupportable et cetera, mais il est abandonné, il est laissé sur le côté de la route. C'est quelque chose qui m'a pas laissé indifférent en le revoyant, hein. Ça m'a vraiment touché. En plus, après, ils disent: «Oui, mais Scrappy, a une mutation génétique, c'est pas un petit chien, il est bizarre, il est agressif». Et en fait, on voit que ce petit chien, en fait, se fait abandonner sur le côté de la route parce qu'il est, en quelque sorte, entre guillemets, «insupportable». Pourquoi il est insupportable? Parce qu'il a une mutation génétique et donc voilà, il est pas comme les autres, en fait, il est pas gentil, c'est pas un gentil chien, donc on l'abandonne et en fait, le fait qu'il ait été abandonné, ça crée en lui une espèce de haine encore plus profonde et il devient l'antagoniste et le méchant du film. Donc là, James Gunn avait déjà commencé à tisser un petit peu cette toile du bien-être animal qu'il a, en tout cas des questionnements autour des animaux, qu'il a encore, continué de tisser pendant même de révéler, hein, plus que ça, plus que tisser, pendant les Gardiens de la Galaxie. Et là, c'est bien repris par la réalisatrice, de ce film The Marvels, qui est, je trouve qu'il y a cette réflexion sur le fait que les animaux, viennent sauver. C'est vraiment très, 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 très bien fait, vraiment, Nia DaCosta vraiment, a vraiment réussi à montrer ça. Et voilà, en tout cas, je veux dire, chapeau à Nia DaCosta, qui est la réalisatrice de ce film, qui est une réalisatrice afro-américaine, qui a vraiment réussi à créer quelque chose qui donne de la joie, en fait. Et je pense qu'en soi, c'est la réussite de ce film plus que tout. C'est vraiment, pour moi, quand je me regardais, je disais, mais il a tout, en fait, de ce qu'on attend d'un film de super-héros. Il a des personnages. Le lead, évidemment, Captain Marvel. Brie Larson, je l'ai trouvée vraiment encore plus intéressante, encore plus charismatique que c'est vrai que dans les films Avengers, c'est difficile, il y a tellement de personnages. Je trouvais que c'est bien là qu'elle ait eu un film vraiment en plus de Captain Marvel, voilà, mais vraiment un film autre que Captain Marvel et autre que les Avengers. Cette fois-ci avec un petit groupe, je l'ai trouvée vraiment très touchante. Elle lui a permis d'aborder d'autres thèmes, on va dire, plus profonds, pas uniquement son hyperpuissance, voilà. Et donc oui, évidemment, elle est surpuissante, évidemment, c'est le personnage le plus puissant de l'univers, et cetera. Mais il y a pas que ça. Et là, vraiment, on la voit toucher, on la voit briser, on la voit qu'elle se rend compte un petit peu aussi de ce que peut causer sa puissance sur le reste du monde, sur les autres, dans ses relations. Et c'est vrai que voilà, du coup, Brie Larson, vraiment un livre, je trouve une performance très touchante. Plus que vraiment en termes de puissance pure, là, il est plus question, je pense, de l'élever. Et là, encore une fois, chapeau Nia DaCosta, puisqu'on voit bien que je trouve que ce qui avait été mis en avant là, du côté de Captain Marvel, et j'ai pas bien vu le film, je l'avais vu, je l'ai pas revu, il faut que je le revoie. Mais voilà, dans les Avengers, c'est vraiment son hyperpuissance. Et là, c'est plutôt son côté un petit peu, voilà, ses émotions, c'est une réflexion un petit peu plus touchante, je trouve, qui est faite sur le personnage. Et ça, c'est chapeau, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, Brie Larson, elle livrait vraiment une performance très touchante. Ça fait beaucoup penser, pour ceux qui aiment le catch, et ça va être vraiment de l'inside fact, à Becky Lynch. Je trouve que son physique et même voilà, ses expressions font beaucoup penser à Becky Lynch. Voilà, si vous regardez les catchs et que vous écoutez ça, peut-être que ça vous fera craquer, Rob. Mais non, non, vous verrez que je pense qu'il y a une petite ressemblance au niveau physique. Et donc, ouais, c'est vrai que là, du coup, elle a créé ce film qui a tout, en fait. Il a vraiment voilà, donc, protagoniste principal, il y a un antagoniste qui marche, voilà, qui est pas ultra central à mon goût. Voilà, il marche très bien. Antagoniste très bien, qui est aussi en fait du coup causé en quelque sorte par les agissements du protagoniste. Voilà. Donc ça c'est intéressant. On a des combats à couper le souffle, des images à couper le souffle. Je trouvais que les combats étaient vraiment très très beaux, vraiment très rapides, beaucoup de glissades. Il y avait énormément de glissades. Bon, c'est vrai que Captain Marvel a un style un peu plus rentre dedans, mais du coup Miss Marvel a beaucoup de glissades, un style qu'on voyait un petit peu dans les Gardiens de la Galaxie, même si je trouve que les combats sont meilleurs dans les Gardiens de la Galaxie. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont utilisé un petit peu moins de câbles et de stunts. Ils ont un peu plus répété les combats. J'ai hâte de voir le making-of de ce film The Marvels, parce que il est disponible, le making-of des Gardiens de la Galaxie, il est très intéressant à ce niveau-là, puisqu'on voit que vraiment James Gunn voulait mettre en avant des combats assez réalistes.
Et d'ailleurs, je trouve que James Gunn, je me suis pas renseigné sur le sujet, mais on voit toujours je pense que c'est un fan de catch, hein. Je pense il y a le côté, de toute façon, le catch, les super-héros, je consacrerai un podcast sur ça parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais du coup, on voit en fait que c'est un fan de catch. Et puis bon, ils ont la chance d'avoir aussi Dave Bautista, qui est quand même une des plus grandes superstars de tous les temps, de la WWE, du catch sur le film. Donc ça aide pour faire des combats. Donc voilà, mais c'est vrai que James Gunn, on voit bien qu'il y a un côté un petit peu catch en fait dans la façon de construire les combats dans les films. Mais ceux de The Marvel, c'était très très bien aussi, un peu plus traditionnel, on va dire, des films Marvel avec beaucoup de câbles, beaucoup de couleurs, des gros combats. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi quand on va voir un film de super-héros. Qu'est-ce qu'on veut aussi quand on va voir un film de super-héros? On veut oublier le quotidien aussi dans un certain côté. Je pense on veut rêver, voilà. Et ce film The Marvels marche très bien parce que vraiment il permet vraiment de rêver, d'être heureux. Et c'est pour ça que je pense que c'est une réussite. C'est un film de super-héros vraiment parfait, je trouve, en termes de temps, en termes de tout. Voilà, il laisse vraiment, il rend heureux. Vraiment, quand on est sorti de la salle, je voyais les gens autour de moi et bon, les scènes post-génériques ont bien aidé aussi. De la joie, vraiment de la joie, mais pas que pendant les scènes post-génériques, pendant tout au long du film, les gens rigolaient, les gens étaient heureux et ils étaient, je pense, assez inspirés par les personnages qui étaient à l'écran et ça m'a fait très très plaisir. C'est pour ça que je pense que ce film va battre, on verra un petit peu ce qui se passe dans les semaines à venir, mais ça sera intéressant, va battre un petit peu la négativité qu'il y a eu autour de la promotion. Et qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça d'ailleurs, puisque Stephen King, qui est un grand auteur évidemment gothique américain d'horreur, qui a dit qu'il n'était pas un fan de Marvel, mais qui trouvait ça dégoûtant de voir que nombreux étaient les médias et autres qui se réjouissaient de voir la première semaine de box-office, etc., puisqu'il était très couvert par les médias, à quel point le début de The Marvels était très, très raté en quelque sorte, en tout cas décevant. On va voir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est raté ou est-ce que c'est simplement décevant? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? On peut se poser la question, mais que veut dire décevant? Alors, on est déçu parce qu'on a certaines attentes, mais quelles étaient ces attentes? C'est pas clair. On voit bien que là, du coup, la critique n'est pas claire, elle n'a presque aucun sens, et qu'on veut créer quelque chose, en fait, dans l'opinion globale des gens qui vont pas forcément aller plus loin que le titre, ou même pas plus loin que, voilà, leur propre réflexion, se dire: «Oh mais c'est décevant, ce film est décevant, non mais allez voir le film, voilà. Allez le voir le film, je vous en prie, je vous en supplie». Bon, si vous écoutez ça, c'est que je pense que vous êtes allé voir le film et que vous avez en tout cas une petite sensibilité pour tout ça. Mais allez voir le film, s'il vous plaît, vraiment. Avant voilà, une fois que vous l'avez vu, vous donnez l'avis que vous donnez. Mais voilà. Mais il faut faire attention à être à ce point absorbé, je dirais, par la vie des autres. Parce que je vois des personnes qui sont complètement absorbées par cette pseudo-communication qu'il y a eu autour du film et par la vie des autres, en fait. Mais qui sont ces autres? Qui a envie que ce film se casse la gueule? Et c'est là où c'est dur où ça fait peur un petit peu. Mais qui a envie de ça, vraiment? Est-ce que les fans de Marvel ont envie de ça? De Marvel ont envie de ça? Et pourtant, je vois des fans de Marvel commenter en disant, mais oh là là, le MCU est en ruine. Attention à cette nostalgie, je dirais à certains, j'ai envie de vous dire. Faites attention à cette pseudo-nostalgie, parce qu'elle n'est pas forcément positive. Je trouve qu'elle n'a pas été dans la musique, dans le rock, en tout cas, les gens qui étaient nostalgiques un petit peu des années 80, qui ont eu tendance à détruire les groupes des années 90-2000. Elle n'a peut-être pas été positive pour Spider-Man non plus, les gens qui étaient nostalgiques des Spider-Man de Sam Raimi, qui ont détruit ceux de Andrew Garfield, et qui maintenant, les Spider-Man d'Andrew Garfield reviennent en force. Attention à cette tendance un petit peu pseudo-négative dans le cinéma et dans la culture. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage de ne pas apprécier ce qu'on a dans notre temps et d'être bloqué dans un passé qu'on idéalise par définition, puisqu'on n'a pas accès évidemment à la réalité quand on parle de souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui est par définition idéalisé. Mais voilà, je pense que c'est un film de toute façon qui va dépasser tout ça. Parce que vraiment, il a un élan positif, un élan voilà, de bien-être, de joie intense qui va dépasser tout ça. Voilà. Donc c'est sur cette note extrêmement positive que je vais conclure ce deuxième épisode voilà, d'analyse, d'avis du film. Je n'ai pas fait une analyse non plus très voilà, plan par plan du film, il y aurait eu de quoi faire, hein, parce qu'il est vraiment très intéressant. Et ça, j'attends de pouvoir le revoir pour pouvoir peut-être vous faire quelque chose d'un peu plus poussé, vraiment des scènes en particulier. Là, c'était vraiment quelque chose, une review à chaud, on va dire, du film. Je vous remercie, vraiment encore une fois, je vous remercie du fond du cœur à tous ceux qui écoutent ce podcast. Je vois voilà, je vois que les écoutes montent au fil des épisodes. J'en ai
j'en avais publié que 2, au moment où j'enregistre ça sera le 4e du coup. Je vous remercie du fond du cœur, ça représente énormément pour moi. Je lance ce podcast qui est très personnel en fait au final, dans lequel je parle de choses que j'aime, que ce soit les jeux vidéo avec Marvel Snap ou, du coup ma recherche universitaire et puis d'une manière générale, ma passion pour les films et puis les séries, les jeux vidéo, l'horreur et cetera. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir faire ça. J'ai fait, d'autres podcasts pendant plusieurs années pour des médias, dans les sports américains. Voilà, j'aimais énormément faire ça et c'est vrai que j'avais arrêté quand j'avais arrêté de travailler dans ce milieu-là et du coup, j'ai relancé un petit peu ce podcast qui est du coup là très, très personnel, qui n'engage que moi, vraiment, Robopus, et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ça. Allez voir The Marvels et puis, voilà, prenez soin de vous. Salut, à très bientôt. Salut à toutes, salut à tous, c'est Robopus et on se retrouve, pour, la 3e partie de ce podcast consacré à The Marvels. Alors, dans la première partie, on a fait vraiment un petit tour d'horizon du MCU et je vous ai fait, vraiment, un gros de mon approche, en tout cas, transmédia et comment le MCU, à mon avis, s'inspire beaucoup du système de parution des comics pour fidéliser son audience. Dans la seconde partie, j'ai fait une petite analyse, du film et je vais donner mon avis, sur ce qui s'était passé et dans la 3e partie, on va adresser l'avenir du MCU qui, me semble très radieux au vu des 2, on va dire, de la scène de fin et de la scène post-générique. Alors, on va commencer par la scène de fin et après on va s'attaquer à la scène post-générique qui est quand même assez vaste. Alors, à la fin du film, on voit Miss Marvel, Kamala Khan, qui qui mime un petit peu beaucoup d'ailleurs Nick Fury. D'ailleurs, ça rappelle la scène, dans Iron Man, la scène, je crois que c'est une post-gène, je sais plus si c'est une post-gène où elle est dans le film, mais dans lequel, voilà, Nick Fury est assis un petit peu dans l'ombre. D'ailleurs, elle prend un petit peu sa voix et elle dit, elle va recruter donc une équipe de super-héros. Et donc, dans le cas de Nick Fury, c'était les Avengers. Et dans le cas de Kamala Khan, ce sont les Young Avengers. Donc, voilà. Donc, Kamala Khan est assise dans un coin d'ombre et puis elle mime Nick Fury. Et, donc, elle va parler à Kate Bishop, du coup, Hawkeye, qu'on a vu dans la série Hawkeye, et lui dit qu'elle est en train de créer une équipe de super-héros. Et cette équipe, ce sont les Young Avengers, d'accord? Petit rappel sur qui sont les Young Avengers. Donc, c'est une équipe de super-héros, de jeunes super-héros de l'univers Marvel qui a commencé dans les comics en 2006. Voilà. L'équipe originale des comics contient America Chavez, Kate Bishop, Hulkling, Patriot, Prodigy, Speed et Wiccan. Et il y a aussi Iron Lad. Donc on va pas s'attarder énormément sur l'équipe des comics, mais plutôt sur quelle pourrait être cette équipe dans le MCU, d'accord? Donc déjà on a dessus la Khan, hein, du coup Miss Marvel, qui semble être le leader de cette équipe, voilà. Même si dans les comics l'équipe est assemblée du coup par Iron, sauf erreur de ma part, il n'est pas dans le MCU en tout cas encore, mais voilà. Du coup, équipe assemblée par Miss Marvel qui semble être le leader ou en tout cas la personne qui va créer cette équipe, voilà. Même si bon, c'est vrai qu'on peut pas forcément parler de Nick Fury vraiment comme le leader à proprement parler des Avengers, le leader on va dire sur le terrain, mais plutôt le cerveau derrière. Donc voilà, Kamala Khan serait, voilà, je pense qu'en mimant ce rôle de Nick Fury, on sent bien qu'elle a une envie de réunir d'autres jeunes super-héros comme elle. D'autant plus, voilà, elle a envie de. Je pense que ce qui s'est passé dans le film The Marvels, qui est en fait, voilà, une véritable. C'était une ode à la camaraderie et vraiment 3 super-héroïnes du coup qui apprenaient à se connaître et qui devenaient fortes ensemble. Je pense que ça l'a motivé à faire ça justement et à se mettre et à essayer de créer une équipe autour d'autres super-héroïnes. Donc c'est le leader, un petit peu voilà, celle qui va assembler l'équipe. Donc évidemment, première personne recrutée, Kate Bishop, qui est jouée par Hailey Steinfeld, qui est dans la série Hawkeye. Alors une série que je n'ai pas encore vue, il faut que je la regarde du coup, mais le personnage a l'air vraiment cool. Donc c'est très très cool du coup qu'on l'ait dans les Young Avengers. Les gens étaient très contents dans la salle où j'étais, je sais pas dans la vôtre, vous pourrez me le dire en commentaire du podcast, mais c'est vrai que les gens étaient très contents du coup de la voir particulièrement. Ensuite, elle fait référence aussi à un autre personnage quand elle a c'est son registre, on va dire, sur lequel elle était apparue, qui est Cassie Lang, du coup, la fille de Ant-Man et la Guêpe, et donc c'est Stature.
donc stature, qui a des pouvoirs, un peu similaires à à ceux de ses parents. Elle peut, augmenter et diminuer sa taille. Donc voilà. Donc on a déjà 3 personnages qui semblent plutôt sûrs. Donc c'est pas mal, on va dire déjà. 3 personnages super cool, 3 personnages féminins en plus qui plus est, donc c'est cool et beaucoup d'autres places qui restent très ouvertes et très disponibles. Je pense que celle sur laquelle ça va être difficile de pas se mettre d'accord et celle sur laquelle, bon, bah, voilà et qui peut aussi représenter, un personnage qui d'une part par sa popularité et sa sympathie, je pense va faire un retour très puissant, c'est America Chavez. America Chavez, je pense, qui fait partie des Young Avengers dans les comics. Ça me semble assez inévitable, qu'elle soit dans le MCU du coup, cette équipe des Young Avengers du MCU et j'aimerais vraiment beaucoup la voir parce que vraiment je l'avais adoré dans Multiverse of Madness. J'avais vraiment adoré ce film d'une manière générale. Vraiment, je j'ai pas grand chose à lui redire. Pour moi, c'est mon film préféré du MCU et de très, 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 très loin. De par beaucoup de choses, mais voilà, que ce soit l'horreur et que ce soit aussi tous les personnages. Je suis un gros fan de Wong et de Doctor Strange, donc voilà. Donc, Captain America Chavez est en train de se faire entraîner, du coup, en plus à Camartage, donc peut-être qu'elle aura des pouvoirs supplémentaires magiques qu'elle aura obtenus grâce à Wong. Et donc ça peut être vraiment, je pense, ça peut être un des personnages les plus puissants, du coup, avec Miss Marvel de cette équipe et vraiment la rendre d'autant plus crédible et importante. Deux autres personnages, donc je vous ai cité le nom de Wiccan. En fait, Wiccan, c'est Billy Maximoff, hein, c'est le fils de Wanda. Dans le MCU, la situation de Billy Maximoff est un peu particulière, puisque parce qu'en fait, en tout cas, avec ses pouvoirs magiques tels qu'on le connaît, il n'existe plus, puisque le monde qui avait été créé par Wanda dans WandaVision a été détruit. Donc, la question reste ouverte autour de Billy Maximoff, qui je pense serait un personnage très intéressant à utiliser, encore un personnage qui utilise de la magie. Peut-être cette dynamique avec America Chavez, qui elle, peut-être aurait pu acquérir des pouvoirs magiques grâce à l'entraînement, et quant à lui, des pouvoirs magiques qui auraient pu être acquis dans son cas grâce à la puissance énorme de sa maman, Wanda, de Black Widow, de Scarlet Witch. Voilà, donc très intéressant. Voilà, sauf qu'il n'existe plus, en tout cas dans tel qu'on le connaît. Donc la question se pose parce qu'on voit quand même dans Multiverse of Madness, du coup, qu'il y a plusieurs Wanda et donc il y a plusieurs Billy aussi. Et la question se pose aussi pour son frère Tommy, qui est du coup dans WandaVision a les pouvoirs de son tonton, de Quicksilver, du coup, qui est un speedster. Donc pareil, ça pourrait être un personnage très intéressant à ajouter. Et du coup, la dynamique entre les deux frères aussi, dans la série et dans le film pourrait être vraiment très intéressante. D'autant plus que comme le même problème que pour Billy se pose pour Tommy, c'est que ces formes, en tout cas telles qu'on les connaît, n'existent plus. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre Tommy, un autre Billy dans un autre univers qui tous les deux auraient des pouvoirs? Est-ce qu'il y aurait que Billy qui a des pouvoirs? Est-ce qu'il y a que Tommy qui a des pouvoirs? La question reste vraiment très, 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 très ouverte. Et c'est vraiment quelque chose que je vais suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que c'est deux personnages que j'adore. C'est un univers que j'adore, celui de Wanda. Et voilà, c'est vrai que du coup, on ne sait pas. Il y a la possibilité est là. Et je pense que du coup, Marvel a quand même planté les graines de tout ça dans Multiverse of Madness. En tout cas, apporté quelques possibles réponses, on va dire. Même si je crois que c'est Elizabeth Olsen du coup qui joue la Scarlet Witch qui disait que quand elle a tourné Multiverse of Madness, certes, il n'était pas trop au courant de ce qui se passait dans WandaVision, l'équipe qui s'en occupait, donc autour de Sam Raimi. Peut-être que là, ça sera à son avantage, on va dire, enfin, en tout cas, l'avantage de ces deux personnages, puisqu'ils n'existent plus dans l'univers, on va dire, l'univers des séries. En tout cas, c'est terminé, mais ce qui se passe dans l'univers des films laisse penser que c'est encore possible. Je pense que la réponse sera claire et nette dans, du coup, Agatha, la série Agatha, de Darkhold Diaries, du coup, qui va sortir. Je sais plus s'il y a une date qui avait été donnée pour cette série. Mais du coup, ça va être très intéressant. Vraiment très intéressant. J'ai particulièrement hâte de cette série. Parce que j'adore Agatha. Donc vraiment, ça promet. Ça promet. Et je pense que, il n'y a pas de date encore, hein. On est sur du septembre 2024, ouais, en théorie. Donc oui, c'est plutôt pour l'an prochain.
Donc c'est vrai que du coup ça laisse le temps vraiment de pouvoir développer tout ça et en tout cas il est cité hein, Willy hein, dans la série. Hein. Ouais il est cité. Wiccan et donc Billy Maximoff est cité comme présente dans la série. Donc je pense qu'on aura vraiment les réponses à ce moment-là dans la série Agatha. Donc ça va être intéressant, ça va être fascinant même d'ailleurs. Hein, je pense que voilà. Et du coup ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit, ce côté un peu transcomique, transmédia où on a des informations qui sont prises un peu dans les séries, un peu dans les films, un peu dans les jeux, un peu partout. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus autour de ces deux persos. Il y a vraiment d'un énorme potentiel, je pense, pour les deux. Il peut y avoir du coup Ironheart aussi, voilà, Riri Williams, qu'on a vu dans le film Black Panther Wakanda Forever. Tout à fait possible, hein, d'accord. C'est vrai que du coup, c'est un personnage qui a une armure en acier qu'elle s'est créée par elle-même avec les morceaux de la technologie de Tony Stark. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. A priori, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas. En plus, elle doit avoir une série consacrée à Lionheart. Donc pareil, encore une fois, est-ce que ça sera pas l'occasion pour Marvel de créer tout ça autour d'elle et puis de développer peut-être du coup dans la série, hein, puisqu'on a pas mal de personnages qui vont être présents dans l'univers des séries et du coup créer un petit peu cette équipe à travers l'univers des séries et puis donner l'occasion à sa propre série télévisée, enfin en tout cas diffusée sur la plateforme Disney+, d'avoir les réponses pour les Young Avengers, évidemment avec peut-être on peut penser à une intrigue du coup la concernant uniquement, et puis au final l'arrivée peut-être de Miss Marvel qui viendrait la recruter, etc. Ça pourrait être très très intéressant. Et je pense que beaucoup de fans ont hâte et envie de voir ça et d'en savoir plus. Ça s'annonce vraiment très très fascinant. On pourrait aussi avoir Patriot, du coup, Eli Bradley, qu'on a vu dans la série de Falcon and Winter Soldier, qui fait partie évidemment des Young Avengers originaux. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est vrai qu'en plus, il va y avoir un gros film autour de Captain America. Ça peut être aussi, encore une fois, l'occasion de l'ajouter. Ça peut être, ouais, vraiment, on sait rien encore. Hein, donc, c'est pour le coup, vraiment, je trouve que ça se tient. Vu qu'il est là, il existe. Il y a l'acteur, il y a le personnage. On sait qu'il a des pouvoirs, on sait qui c'est. Il est tout à fait présent. Donc, ce serait bête de ne pas le prendre. Je pense qu'il aurait tout à fait sa place. Je pense qu'on aura là des réponses dans le film Captain America. Du coup, Brave New World devrait sortir en 2025. Et ouais, donc c'est avant Kang Dynasty. Donc ça se tient. Ça se tient. C'est vrai que je sais pas trop ce qu'ils vont faire de cette équipe des Young Avengers. Si elle va être présente pour les Secret Wars, si elle va être présente en elle-même, genre un film des Young Avengers, ce serait incroyable. Même si je pense que oui, elle va finir par trouver sa place dans tout l'univers Avengers global, on va dire. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'on ait des réponses dans le Captain America, qui sera ouais, juste avant du coup Secret Wars, donc ça se tient. Ça se tient complètement et peut-être introduit dans Kang Dynasty. C'est très ouvert. Vraiment, cette équipe des Young Avengers, je pense que c'est vraiment la chose la plus fascinante qui soit dans Marvel parce on sait pas vraiment qui va y avoir dedans. Comme je dis, il y a quelques pistes qui commencent bah, à se profiler, hein, qui commencent à se profiler, des pistes tout à fait crédibles et solides. On a aussi Scar, le Hulk qu'on a vu dans She-Hulk. Hein, c'est le fils surprise de Bruce, du coup, qu'on voit dans She-Hulk et du coup, ouais, qui fait partie de l'univers de comics World War Hulk. Donc ça peut être pas mal. Hein. Ah ouais, ça peut être pas mal. Hein. C'est plutôt un anti-héros dans les comics. Je connais pas trop quelle pourra être sa place dans les Young Avengers. Il fait pas partie de l'équipe de base, mais il est là dans le MCU. C'est un jeune personnage, un potentiel jeune Avenger, hein, donc c'est tout à fait possible. Donc c'est vrai qu'on a une petite équipe qui s'assemble hein, quand même. Hein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'autres possibilités. C'est vrai on pourrait penser, il y a vraiment peut-être d'autres personnages auxquels j'ai pas forcément pensé. C'est vrai qu'il y a Prince T'Challa aussi qui pourrait être là. Ça serait pas mal, ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi.
dans la mesure où ouais, ouais, non, il pourrait être intéressant à ajouter, j'aimerais bien voir Patriot, moi, j'aime beaucoup aussi Ironheart, j'aime beaucoup les 2. J'aimerais beaucoup les voir, j'aimerais beaucoup aussi voir les 2 enfants de Wanda, parce que bon, c'est du coup, c'est juste Wiccan et du coup, il est cité dans la série, Agatha, donc bon, encore une fois, les graines sont plantées, hein, mais c'est vrai que, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc il y aurait pas mal, il y aurait de quoi faire, hein. Franchement, et j'aimerais beaucoup les voir. On pourrait aussi voir Kid Loki, hein. C'est aussi un personnage qui fait partie des Young Avengers, qui est dans le relaunch qu'il y a eu en 2013. En plus, donc Kid Loki, en fait, Loki a battu la mort dans les comics en recréant une version plus jeune de lui, d'accord. Donc pour prendre un nouveau départ, en fait. Et, euh, et c'est vrai que on le voit dans la saison 1 de Loki, hein, puisqu'il le croise du coup dans le Void. Très ouvert, très intéressant. Quel sera ce jeune Loki, quelle personnalité il aura? C'est vrai que voilà, on ne sait pas trop trop. Donc c'est vraiment je trouve, à part du coup Miss Marvel, Hawkeye et Stature, l'équipe est très ouverte. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une situation là où on recrute. Ça me fait penser à la draft à la WWE pour ceux qui suivent le catch, où en fait on ne sait pas trop qui va y avoir à Raw ou SmackDown. Et là, c'est vrai que c'est très très ouvert. On ne sait pas qui va y avoir dans cette équipe. Et ça rend la chose extrêmement, extrêmement excitante. Et je pense que du coup, ça va être une occasion pour Marvel de jouer un petit peu avec l'excitation qu'on peut avoir autour de cette équipe dans ces différents projets. Donc, ça va leur donner l'occasion vraiment de créer quelque chose de nouveau et d'intéressant et de prendre un petit peu des pièces partout. Un autre candidat que j'ai vu en recherchant un petit peu ce qu'avait dit on va dire la communauté internet et Marvel, etc., puisque j'essaie aussi dans mes podcasts de vous faire part aussi d'une prise de température en général de ce qui se dit dans le MCU. Bon, je ne vous citerai pas, mais je suis tombé sur un article, je ne sais plus quel média de balle là, qui confirmait que le MCU était en ruine après cette double fin, qu'il n'y avait rien d'intéressant et que ça confirmait tout. Donc voilà, ceux-là, ils peuvent aller se faire voir, ils nous intéressent pas avec leur négativité à 2 balles. Franchement, ça sert à rien. Si vous voulez ça, vous n'aurez pas ça dans ce podcast. C'est pas ce que je recherche, hein. Voilà, moi, quand je vais voir un film de l'univers Marvel, j'essaie plutôt de regarder le côté positif de la chose. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent en fait quand ils commentent tout ça. Et ça fait part d'une plutôt mauvaise connaissance de la technique d'adaptation et des études transmédia en général, parce que ils ont, en fait, ils ont une idée souvent fixe, et on le voit aussi beaucoup dans l'univers de DC, ça. Mais de toute façon, c'est un podcast qui ne concerne pas que Marvel, donc c'est pas grave. Je fais une petite parenthèse sur ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à beaucoup s'énerver, que les choses soient pas comme dans les comics, voilà, ou que ça s'en éloigne, ou que ce soit pas exactement comme l'idée qu'ils en avaient. Et donc je peux les comprendre, hein. Je peux les comprendre parce que par exemple, quand il y a eu l'adaptation en animé de Killing Joke, et que voilà, toute la première partie du film, on va dire en apparence, en fait, la deuxième partie de l'animé suit complètement la bande dessinée. La première partie, c'est une aventure de Batgirl. C'est vrai que j'avais été assez surpris moi-même parce que c'est ma bande dessinée préférée. J'avais pas encore, j'avais pas encore fait des études transmédia, étudié les techniques d'adaptation à l'époque. Mais c'est vrai que ces gens-là se méprennent en fait, puisque en fait, ils ne comprennent pas forcément que le média télévisuel, que ce soit la série, le film, c'est un média à proprement parler. Donc évidemment qu'il y a une adaptation. Adapter, c'est prendre quelque chose et le transformer en quelque chose. L'adapter, c'est le prendre et le adapter. Vous comprenez bien le sens d'adapter en français. On l'adapte à l'écran. Il y a des choses qu'on ne peut pas adapter à l'écran, d'accord. Et en fait, cet écart entre le média d'origine et l'adaptation laisse place du coup à la subjectivité de quelqu'un d'autre, puisque c'est très rare, extrêmement rare, qu'un comic book soit adapté à l'écran par un scénariste de comics. Ça n'existe pas. Voilà. Donc on pourrait se demander dans quelle mesure ces gens-là pourraient faire partie de manière plus intégrante. C'est vrai qu'il y avait souvent Stan Lee en producteur exécutif, il me semble en tout cas, et on le voyait souvent d'une part dans les films, mais aussi donner, je pense, son avis sur certains points. Mais au final, c'est pas lui qui adapte. C'est parce que, bon, probablement parce que, voilà, c'est pas pareil, hein. Il faut bien comprendre que ce sont deux médias très différents. Souvent, c'est des histoires qui étaient adaptées d'un contexte socioculturel extrêmement différent, et en termes aussi de demande et d'attente du public qui étaient extrêmement différentes, que sortir à une bande dessinée dans les années 50, sortir une bande dessinée dans les années 80,
ou même sortir une bande dessinée dans les années 90, c'est extrêmement différent. Et alors vous imaginez bien que sortir une bande dessinée dans ce contexte-là et sortir un film en 2010-2020, c'est encore plus différent. Donc ça demande évidemment d'autres compétences qui ne sont pas forcément si éloignées que ça par certains aspects. Et ça ne fait rien que... Je pense que c'est très bien que les créateurs originaux soient impliqués. Je pense que ça serait même mieux qu'ils le soient davantage. Il y aurait peut-être des clashs assez importants. D'ailleurs, pour le film Five Nights at Freddy's, le créateur de la série est producteur exécutif du film. Et je crois que c'est lui qui a écrit le film. Donc c'est intéressant ça, puisque c'est son œuvre, on va dire, à la base, qui a été adaptée au cinéma. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il ait laissé écrire le film. Donc c'est vrai que des places de writers, en tout cas les writers de comics, qui pourraient prendre plus de place dans les films, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est pas le cas. Donc on parle d'une adaptation, on parle en fait il y a toute une espèce de zone blanche où il peut y avoir des changements, et où en soi c'est aussi intéressant qu'il y ait des changements, puisqu'en fait, comme là je vous invite à écouter le premier podcast, que je vais pas redire tout ça dans celui-là, parce que sinon on est reparti pour encore 1 heure de podcast sur un sujet qui n'était pas celui à la base, mais c'est une bonne transition vers la suite. Voilà, c'est un nouveau média, le film, la série TV, voilà, qui a ses propres codes, qui prend des codes d'autres choses, et notamment des comics. Et en ce sens-là, c'est très intéressant, puisque voilà, ce que je vous ai expliqué dans le premier podcast et que je vous invite à écouter, c'est qu'en gros, hein, l'adaptation de ces films de comics n'adapte pas seulement le contenu, mais le média comics en lui-même, la façon d'être et de faire d'une bande dessinée. Donc je vous invite à... C'est pour ça que voilà, je vois beaucoup de gens se méprendre souvent dans leur façon. Après, chacun a le droit d'avoir son avis, hein, ça ne me regarde pas. Hein. Mais souvent, ils se méprennent un petit peu, je pense, sur ce sujet-là, dans le sens où ils attendent quelque chose qui n'est pas possible. Et en fait, quelque chose on ne peut pas avoir la même chose. Ce n'est pas possible. Et c'est un peu dommage aussi, puisque l'adaptation permet aussi d'offrir de la créativité à quelqu'un. Donc voilà. Voilà, gardez ça en tête. D'une manière générale, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur les choses, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, hein, c'est même plutôt bien par certains aspects. Ça nous permettra d'en débattre et d'en discuter, et je serais très ravi de le faire avec vous en commentaire, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, eh bien c'est tant mieux, hein, mais mais voilà, c'est pas grave, hein. Je dirais pareil si vous êtes d'accord avec certaines choses que vous voyez sur internet ou pas d'accord, mais voilà, faites-vous votre propre avis sur les choses, n'écoutez personne en fait, hein, que ce soit les choses que vous regardez sur internet, ni même moi d'ailleurs en podcast, hein. Je veux dire, faites votre propre avis, lisez les comics, regardez les films, voilà, intéressez-vous, hein, réfléchissez un peu à ce que c'est une adaptation et qu'est-ce que ça représente, et peut-être, voilà, qu'est-ce que vous y attendez, et est-ce que c'est possible? Est-ce que vous attendez quelque chose qui est possible? Essayez de garder ça en tête quand certaines personnes, je trouve, commentent, et bon, peut-être qu'elles réfléchissent pas à ce point, et c'est pas grave, mais voilà. Je pense que c'est important de se faire son propre avis. Donc allez voir le film, allez voir The Marvels, allez voir, regardez, faites votre propre avis en regardant. Je sais que ça prend du temps, mais c'est pas grave. Donc ça nous permet de passer vers le deuxième point à aborder du coup dans ce podcast, puisque le premier c'était The Young Avengers, le deuxième est colossal aussi, puisque The Marvels nous a offert une scène post-générique. Vraiment, oh là là, je venais à peine de me remettre de la fin du coup, où on voyait Miss Marvel aller reformer les Young Avengers pour me faire avoir une crise cardiaque, et en fait, donc je rappelle la fin du film. Alors là, on va être dans le spoiler à 100%, donc si vous n'avez pas vu le film, fermez vos oreilles, mais bon, a priori, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez vu le film, ou alors que du moins vous avez envie vous comptez pas le voir, et que de toute façon vous préférez entendre des choses dessus. Donc Monica Rambeau se sacrifie à la fin du film pour refermer la brèche dans l'espace-temps qui avait été ouverte du coup par l'antagoniste, Darben. Et donc elle se retrouve voilà, de l'autre côté de l'espace-temps. Et du coup, Carol Danvers, Captain Marvel, n'arrive pas à la sauver à temps. Donc on est ravi d'apprendre dans la scène post-générique qu'elle n'est pas morte. Hein. Elle se réveille, elle est allongée sur un lit d'hôpital. Et voilà. Au début, donc, elle voit sa mère décédée. Du coup, qu'on a vu avant, qui est aussi une camarade de Captain Marvel de l'armée, etc. Et donc on pense que du coup, voilà, est-ce qu'elle n'est pas devenue ce personnage-là? Est-ce qu'elle n'a pas remplacé sa mère? Mais non, puisqu'en fait elle retrouve sa mère, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais du coup elle retrouve sa mère qui ne la reconnaît pas. Et c'est à ce moment-là, qu'on est tous devenus fous dans le cinéma, et moi le premier, puisque un médecin entre dans la pièce, et ce médecin-là c'est Beast. C'est Fauve du coup en français, mais du coup c'est Beast, et c'est Beast qui est incarné par le même acteur qui le jouait dans les films X-Men l'affrontement final,
X-Men l'affrontement final. Du coup, et donc c'est énorme. C'est donc l'arrivée des X-Men dans le MCU, enfin. C'est assez fou, franchement. Le film de 2006, X-Men l'affrontement final, c'est donc le même acteur qu'on retrouve, donc c'est fou, c'est dingue. Je trouve que le CGI qui a été fait pour Beast est magnifique. C'est vrai que voilà, on avait parlé un petit peu dans les précédents podcasts du fait que les CGI parfois diminuent en termes de qualité avec le temps. Celui-là, j'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé incroyable. Donc voilà. Et donc en fait, et quand Beast se retourne, histoire de histoire d'enfoncer l'excitation, de faire exploser les stations, on voit une porte avec un X gravé dessus. Donc c'est voilà, c'est énorme. Et il dit qu'il doit s'entretenir avec Charles. Donc ouais, c'est dingue. Vraiment dingue. C'est trop bien. c'est exceptionnel. Donc voilà. Donc ce sont les X-Men, en plus sous une forme qui est très appréciée du public, avec du coup des acteurs qui sont aussi très appréciés du public et des fans de Marvel. Arrivée des X-Men dans le MCU. Du coup, c'est vrai qu'on avait vu le Professeur X, Professeur Xavier, avec Patrick Stewart, qui le jouait dans Multiverse of Madness. C'est énorme. Donc, et du coup, on va voir aussi Hugh Jackman dans Deadpool 3. Donc, il va apporter pas mal de réponses aussi à ce niveau-là, je pense. Deadpool 3 pour les X-Men. Je pense que l'excitation autour de Deadpool 3 ne pouvait pas être plus grande. Je pense que déjà, les deux premiers films avaient eu un succès et avaient été très appréciés. Et là, l'excitation avec l'arrivée incertaine des X-Men dans le MCU et du coup les réponses qui pourront être apportées pendant ce film vont être folles. Et c'est en ce sens-là du coup que je vous avais parlé que cette post-générique, elle sert un petit peu comme dans les comics à vraiment la dernière bulle, vous savez, la dernière case et la dernière bulle qui vous donne envie d'aller acheter le prochain comics. Là, vraiment, c'est la dernière case et la dernière bulle de ce film qui nous donne envie et qui crée de l'excitation pour la suite et pour aller regarder Deadpool 3 et y penser. Et voilà, et donc ça, c'est génial. Du coup, autre chose, du coup, Beast, en parlant à la maman il l'appelle Binary. Donc, c'est un personnage qui existe dans les comics, puisqu'il a été, il est apparu pour la première fois dans le bande dessinée Uncanny X-Men, particulièrement l'épisode 163. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le lire, foncez, en 1982. Donc, c'est pas n'importe quel personnage, et en particulier dans le contexte de ce film-là, puisque c'est le double énergétique de Captain Marvel. Donc donc c'est l'équivalent de Captain Marvel du coup chez les X-Men. Donc on a en plus du coup qui s'est retrouvé là-bas et de sa mère qui ne la reconnaît pas. On a un personnage du coup la puissance équivalente à Captain Marvel dans cet univers des X-Men. Donc c'est fou. C'est fou. Vraiment c'est dingue tout ce qui se passe et ça promet vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'on aura du coup Brie Larson et Lashana Lynch qui seront deux versions du même personnage et c'est vrai que du coup on l'avait déjà vu dans ce rôle de Binary dans Multiverse of Madness puisqu'elle faisait partie elle incarnait du coup la variante de Captain Marvel, elle faisait partie de l'assemblée là dans laquelle il y avait aussi John Krasinski en personnage voilà un Mister Fantastique. Il y avait aussi Captain Britain, que j'aime beaucoup, Captain Carter. Je vous invite beaucoup à aller voir le What If. On en parlera beaucoup de ces What If, du coup, puisqu'ils vont pas tarder à sortir. Mais voilà. Et du coup, Professeur X et elle. Donc c'est vraiment ouf. C'est vraiment incroyable. Je trouve vraiment le final, là, le final de Captain Marvel. Et même les pseudo-haters, je voyais qui disaient oh, ce film, c'est inintéressant, machin. Voilà, je pense que d'une manière générale, tout le monde a été assez choqué, même les haters, en fait. Il y a des gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont au cinéma. Je vous jure, je sais pas si vous en connaissez des gens comme ça, mais vous me direz. Il y a des gens, ils vont au cinéma. Ils vont au cinéma juste pour détester, en fait. Vous savez qu'ils aimeront pas. Quoi qu'il se passe, vous savez qu'ils aimeront pas. Et là, c'est vrai qu'un film de Marvel, c'est bien, parce qu'en général, ces gens-là, ils aiment pas trop les films dans lesquels il y a des femmes. Donc là, c'est doublement bien pour eux, parce que c'est un film dans lequel il y a des femmes qui vont être en mode oh, les femmes, c'est pas intéressant. Mais en plus de ça, là, il y a un film qui était détesté à la base, dont j'en avais parlé, le pouvoir en fait de la publicité faisait que l'idée générale était négative. Mais le film est tellement bien qu'il est en train de retourner la tendance. Et c'est vraiment marrant. Et d'ailleurs, j'avais vu un comparatif des audiences The Marvels, en tout cas le début, The Marvels et The Killers of the Flower Moon,
qui lui, pour le coup, je pense que les gens qui détestent, ils vont vous dire: «Oh, c'était incroyable». Donc le film était très bien, hein. J'ai beaucoup aimé Killers of the Flower Moon, hein, le dernier film de Martin Scorsese, d'autant plus que je suis un grand amateur d'histoire des Amérindiens et j'ai eu l'occasion de l'étudier à l'université de manière très poussée, donc j'aime beaucoup ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, il est génial. Les 2 films ont des débuts similaires, hein, en termes de box-office. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on vise pas le même public et cetera», mais on parle quand même de 2, Killer on peut pas dire que Killers of the Flower Moon, ce soit un petit film indépendant qui ne vise pas le public de masse, hein, parce que ça serait vraiment se foutre de la gueule du monde dans la mesure où le film est réalisé par Martin Scorsese, qui est probablement un des plus grands réalisateurs de tous les temps et dedans on a Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui sont probablement 2 des acteurs les plus connus du monde du cinéma et de l'histoire du cinéma. Donc vraiment, c'est du foutage de gueule complet, cette histoire de détruire The Marvels. Et je suis très content que la tendance est en train de s'inverser. Et si je peux y participer à ma façon avec les gens qui vont écouter ce podcast, foncez le voir, d'accord. Mais c'est du foutage de gueule de dire que voilà, The Marvels est un échec total, que le MCU est en ruine. C'est faux. Je trouve que le MCU n'a peut-être jamais été aussi fort de par sa diversité, la diversité des personnages qu'il propose, la diversité des médias, du coup, dans lesquels on peut revoir ces personnages, puisqu'on a des personnages intéressants, que ce soit dans les films, séries, jeux vidéo, et même du coup dans les comics, même si voilà, les comics Marvel sont quand même dans un déclin qui est certain et qui est impossible Et on se retrouve un petit peu dans une position similaire à celui qu'a le baseball, on va dire, dans le sport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu nostalgique, je pense, un côté un petit peu fascinant, un côté âge d'or, mais quand même des ventes et des audiences qui sont quand même beaucoup plus basses que les autres médias dans lesquels sont proposés les personnages de comics. Donc c'est vrai qu'on a une diversité des contenus proposés, que ce soit là avec Spider-Man 2 qui est sorti le mois dernier, le film The Marvels qui annonce quand même des trucs assez énormes, la série Loki qui est sortie en septembre, il y a quand même, voilà, je trouve beaucoup de choses qui laissent penser et qui ont tout pour indiquer que je pense que le MCU n'a jamais été aussi fort, même si voilà, quand il a été créé, évidemment, il était à son pic de popularité, puisqu'en plus c'était des personnages qui étaient des personnages déjà ancrés et assez connus globalement dans l'extrême majorité des cas dans l'imaginaire populaire. Là, c'est différent puisqu'on a affaire à des personnages qui sont moins connus, je pense, du grand public, mais pour lesquels le potentiel peut être énorme, puisqu'on peut toucher des publics encore plus vastes que les fans de comics traditionnels à la base, puisqu'on a des personnages qui proviennent de minorités, des personnages féminins, des personnages plus jeunes aussi, donc peut-être que ça peut permettre d'attirer une audience plus jeune. Je sais que voilà, America Chavez, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais je l'aime beaucoup. Elle est très 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 active sur les réseaux sociaux, elle est assez connue sur TikTok. Donc voilà, ça peut être une occasion pour elle. Pareil, l'actrice qui joue Hawkeye a une popularité quand même assez certaine auprès du jeune public. Donc ça peut être une occasion pour Marvel d'aller étendre, je pense, son public. Je crois pas que les fans à l'ancienne, on va dire, vont partir, d'autant plus que je pense qu'ils sont assez contents de voir les X-Men, même s'ils aiment pas trop le reste. Voilà, ça va. Voilà, c'est X-Men, ça va parler aux fans un petit peu plus anciens. Et le reste, les Young Avengers, ça peut parler aussi aux fans, bon, anciens qui restent ouverts et aux plus jeunes fans et peut-être attirer de nouveaux fans. En tout cas, c'est ce que je profondément, parce que j'espère vraiment que le MCU va continuer de grandir et que la communauté de comics va continuer de grandir. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que voilà, je trouve que la popularité de Marvel, il n'y a rien de plus beau puisqu'en fait, ça crée vraiment une communauté énorme. Et c'est vrai que voilà, les fans de comics, parfois une réaction un petit peu dans le sens où on n'a pas forcément envie, certains n'ont pas forcément envie de voir que le grand public s'intéresse à ces personnages-là, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est juste parce que souvent, voilà, il y a beaucoup de fans du grand public qui sont pas gênés pour et cetera, les gens qui aimaient les super-héros ou les choses un petit peu étranges, mais c'est vrai qu'on voit quand même un retour de la surprésence culturelle et en fait, la normalisation de ces choses-là qui étaient en fait, plutôt de la culture déviante à un moment. Je pense notamment à Stranger Things et Donjons et Dragons et que ce soit la culture métal d'une manière générale, qui a été transformée en culture, populaire ouais, culture populaire et partagée de tous. Alors que je pense que si on prend la culture métal dans les années 80, Donjons et Dragons et cetera, ça fait plutôt référence à, pour l'époque, ce qui était vu comme une culture plutôt déviante et aussi liée à la peur qu'avaient les gens dans les années 80, ce qui s'appelle the satanic scare, en gros, que les gens avaient peur que leurs jeunes enfants allaient se tourner vers Satan en jouant à Donjons et Dragons et en écoutant Metallica. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point cette culture-là, et peut-être aussi du fait que les gens
qui étaient jeunes à cette époque-là, aujourd'hui sont plus âgés et sont plutôt en tête, en fait, des projets culturels qui sont réalisés, donc ça, c'est plutôt intéressant. Brace yourselves, accrochez-vous quand ce sera les jeunes des années 90-2000 qui vont créer, ma génération, qui vont créer des contenus. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très beau, de voir qu'il y a vraiment un vrai soutien global dans la société, une vraie, et que ça plaise à tout le monde et au final, ça permet d'échanger avec plus de gens et de partager, des choses avec plus de gens. C'est vraiment génial, je trouve, quand on peut, quand des productions culturelles comme ça, cinématographiques, de super-héros, de films et cetera, prennent une ampleur générale parce que ça permet de créer une communauté qui est intéressante. Et vraiment, l'exemple qui me vient en tête là de suite maintenant, c'est Game of Thrones. Vraiment, quand Game of Thrones était à son pic, on pouvait en parler avec tout le monde et c'était génial en fait. Et pas forcément des gens qui regardent des séries ou moi je suis pas forcément un fan d'Heroic Fantasy, même si on peut vraiment catégoriser Game of Thrones comme de l'Heroic Fantasy, mais voilà, l'univers était tellement vaste et partagé de tous que c'est vrai que tu pouvais en parler à tout le monde et ça c'est génial, je trouve. C'est pareil pour la Reverse. La popularité qui a été créée par la Reverse aux alentours de 2017, déjà, a fait énormément de bien aux comics, puisque tout ce qui est convention, Comic-Con, etc., Comic-Con de Paris, hein, on l'a plus la Comic-Con de Paris, hein, était à son pic avec des acteurs d'Arrow, etc. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et du coup, on pouvait partager ces choses-là, voilà, parler d'Arrow avec plus ou moins tout le monde, hein, avec des gens qui sont pas forcément fans de comics à la base. Je trouve ça assez hallucinant, quoi. Mais c'est génial parce que ça nous permet à nous autres, les fans de comics, de séries, de jeux vidéo, de films d'horreur, etc., d'avoir plus de sujets de conversation et des fois de pas être aussi ostracisé. Même si on a tellement l'habitude d'être ostracisé que c'est difficile des fois d'accueillir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement l'habitude d'être ostracisés, qui ont beaucoup de mal du coup à accueillir le fait que leur culture soit devenue un petit peu populaire. Mais c'est plutôt une bonne chose. Voilà. C'est sur ça qu'on va terminer ce podcast sur The Marvels. Je suis presque triste de terminer ce podcast sur The Marvels parce que j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de... J'irai le revoir pour sûr. Peut-être que je vous ferai un deuxième podcast sur le sujet avec une deuxième vision, un deuxième visionnage. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses que ce soit, beaucoup de choses à dire sur le film en lui-même, sur son arrivée, sur ce qu'il représente, et alors énormément, encore plus de choses. Donc là, on va être autour des 40 minutes pour ce podcast. C'est mon épisode le plus long sur Rob Snaps, mais c'est pas grave. Je suis ravi de le partager avec vous. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de discuter avec vous. C'est mon épisode le plus long parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, où je suis très 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 actif, où je poste pas mal de contenu Marvel Snap du coup. Vous pouvez me suivre du coup sur Robopus, @Robopus, hein, le petit arrobase, ROBHO2PUS, et sur tous les autres réseaux sociaux d'ailleurs, du coup, voilà, @Robopus. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast, vraiment du fond du cœur. Je vois qu'il y a beaucoup d'écoutes, il y a de plus en plus d'écoutes. N'imaginez pas la joie que ça me procure. Ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'écouter ce podcast. Ça représente énormément pour moi. Ça représente tout pour moi. Donc je vous remercie beaucoup de l'écouter. J'espère qu'il vous plaît. Je suis sûr qu'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à répondre aux petits sondages que je mets. Je mets toujours des petits sondages après les podcasts, des petites questions à répondre. N'hésitez pas à le faire. Ça sera toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'univers comics, jeux vidéo, horreur. Je ne sais pas encore de quel sujet on va traiter, mais ce sera un sujet qui, je pense, va vous intéresser quoi qu'il arrive. Et si c'est pas un sujet, on va dire, de séries, films, jeux vidéo, ce sera du Marvel Snap. Donc on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut!